Bonjour et bienvenue sur Égide, je suis Quentin et aujourd'hui nous allons regarder ensemble l'index pour les Sylvanettes. Sylvanettes post-Battle Scroll, je tiens à préciser, Games Workshop nous avait proposé une version un petit peu compliquée pour les Sylvanettes avant la dernière mise à jour, car ces derniers, pour pouvoir bénéficier de leur trait de bataille, devaient utiliser des arbres qui étaient entièrement assises des figurines, quoi, des unités plutôt, ce qui rendait très très compliqué le positionnement des unités, des arbres et ainsi de suite. À savoir qu'en plus, vos arbres, quand vous les invoquiez, vous deviez les invoquer à plus de 3 pouces des objectifs, plus de 3 pouces des éléments de terrain, des figurines, ainsi de suite, ce qui était quasiment impossible de poser un arbre et ces derniers se faisaient détruire très facilement. Aujourd'hui, on va regarder ce que le Battle Scroll nous apporte comme modification et découvrir la puissance de l'index. Je suis convaincu que cette armée va prendre beaucoup plus d'ampleur dans les semaines, les mois à venir, car la mise à jour est très très importante pour eux. Alors, pour commencer, nous allons regarder les forêts. Les forêts est la base du gameplay Sylvaned. Je l'ai mis dès le début pour qu'on puisse comprendre ensemble comment fonctionnent ces derniers. Donc, une forêt, un arbre, actuellement, c'est 8 points de vie en sauvegarde à 4. De plus, vous allez avoir les règles des terrains, à savoir cover, instable et obscuring. Donc, vous allez bénéficier du moins un touche quand vous êtes entièrement dans les décors. Instable, vous ne pouvez pas finir sur un arbre qui fait plus de 1 pouce de hauteur. Et obscuring, vous ne pouvez pas être la cible de tir quand vous êtes entièrement ou derrière un élément obscuring. On vous dit pendant la phase de déploiement que vous allez pouvoir sélectionner comment ça s'appelle une forêt et la déployer dans votre territoire, entièrement dans votre territoire, à plus de 3 des objectifs et des autres éléments de terrain, ce qui va vous faire un déploiement de décor. Voilà, classique pour presque tous les décors du jeu. Et en plus de ça, on vous explique que le terrain va bénéficier en fait d'une forme particulière. Vous allez pouvoir à chaque fois que vous posez une forêt, placer soit 1 à 3 éléments de la forêt. Si jamais vous en posez plus qu'un seul, ces derniers vont devoir former un cercle. Et une fois que le cercle est formé, il est considéré comme étant déployé. Vous allez gagner 2 points de vie supplémentaires par arbre déployé. Donc quand vous en aurez 2, ça vous fera 10 points de vie sur la forêt. Et à 3, ça vous fera 12 points de vie. Donc 12 points de vie en sauvegarde à 4, ça fait quand même une très belle, comment dire, un très beau body. C'est assez difficile à sortir. Cependant, vous allez pouvoir donner des tactiques de bataille à vos adversaires, faire 2 phases de combat, peut-être charger dessus et prendre de l'élan pour pouvoir se projeter ailleurs, ainsi de suite. Cependant, ce qui est très intéressant, c'est que le décor a gagné maintenant un deuxième point supplémentaire, en plus des points de vie, qui vous dit que vous allez pouvoir augmenter de 3 pouces la règle des décors de faction qui était à 6 à partir du deuxième arbre. Donc quand vous posez un arbre, les habilités qui vont interagir avec une forêt se font entièrement à 6. Quand vous posez 2 arbres, donc un cercle, un ovale plutôt, de 2 arbres, vous allez pouvoir utiliser vos habilités entièrement à 9. Et quand vous avez posé une forêt de 3 arbres, vous allez pouvoir bénéficier de vos habilités entièrement à 12. Le entièrement à 12 va vous permettre, en tant que joueur Sylvanet, de bénéficier d'énormément de flexibilité dans l'usage de vos règles et de vos capacités, car ne serait-ce que déjà au déploiement, quand vous êtes entièrement dans votre territoire et normalement vous déployez vos unités à plus de 9 du territoire adverse, vous allez ainsi bénéficier directement, si vous posez une forêt de 3, la possibilité d'aller assez loin, on va dire, dans le territoire, voire d'interagir directement avec le territoire adverse, donc pouvoir potentiellement vous donner l'opportunité de prendre position sur un objectif, de vous téléporter sur un objectif, voire de pouvoir charger et ensuite combattre et revenir, ainsi de suite. Si vous avez la possibilité d'invoquer des forêts, pareil, vous verrez que vous avez une très grande marge de manœuvre sur l'usage de toutes vos règles, et du coup, c'est vraiment très très bon à prendre en compte. Vous allez avoir aussi en phase de tir un passif qui vous dit que vos unités peuvent tirer sur les adversaires, peuvent cibler plutôt vos adversaires avec des armes de tir, malgré la règle obscuring. Donc seulement sur les Sea Forest ou Wildwood, vous, en tant que Sylvaned, on va dire voyez au travers, donc votre adversaire ne peut pas se cacher derrière vos forêts, et ainsi de suite, ce qui est très pratique pour pouvoir mettre des Kurnoth Arc par exemple dedans, ou des Gossamer Archer, ou jouer avec ceci. Donc votre adversaire vous ne vous voit pas dedans ou vous voit pas quand vous êtes derrière, par contre vous vous voyez autour, et ainsi de suite.
C'est une bonne règle à prendre en considération quand vous jouez contre des armées de tir pour pouvoir essayer un maximum, vous, de vous protéger du tir et vous d'utiliser toutes vos règles. Et vous avez la capacité en phase de combat, une fois par tour par armée, donc vous sélectionnerez qu'une seule forêt, attention, vous ne pourrez pas sélectionner plus d'une forêt. Cette dernière, donc, vous demandera de prendre chaque ennemi unité à 3 pouces, voilà, en phase de combat, et sur un 4+, de lui infliger des 3 blessures mortelles. Le 4+ est très aléatoire, hein, c'est entre guillemets une chance sur 2 de faire des 3 blessures mortelles, c'est pas énorme, on aurait peut-être préféré le 2+ des 3 comme on a l'habitude. En tout cas, c'est à toutes les phases de combat, donc vous allez pouvoir potentiellement à votre tour invoquer une forêt, elle n'a pas de mouvement, donc directement chez vos adversaires. Phase de combat, faire vos D3 blessures mortelles si vous réussissez votre 4+, votre forêt va potentiellement mourir, mais en tout cas vous aurez fait des dégâts. Pareil chez vous, si jamais vous vous battez chez vous, on va dire que ce sont des blessures mortelles faibles, mais très récurrentes. Donc sur un combat face à des armées qui n'ont aucune ward, le combat peut être très très long, et du coup vous pouvez bénéficier de cette règle tout au long de la partie, ce qui est vraiment intéressant pour gratter un petit peu de points de vie par-ci par-là. De plus, il y a une petite coquille sur le PDF que j'utilise actuellement, qui est censé être le PDF à jour. C'est bien précisé dans la mise à jour que les forêts, en plus de bénéficier de tous les ajouts qu'on a vus ensemble, bénéficient d'une ward à 5, ce qui va rendre vos forêts extrêmement tanky. Honnêtement, 12 points de vie, save à 4, ward à 5, très peu d'unités vont pouvoir, en une phase de combat, les détruire. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de règles qui interagissent avec, donc ça rend, on va dire, vos forêts de très faibles à très très fort. Je pèse les mots sur ça. Il faut vraiment jouer contre Sylvaneth ou jouer Sylvaneth pour se rendre compte du changement. En tout cas, c'est très positif pour l'armée qui en avait besoin, et je pense que tous les joueurs Sylvaneth en sont très contents. Alors maintenant, nous allons regarder les traits de bataille. Donc les traits de bataille n'ont pas changé avec la dernière mise à jour, sauf avec la règle qu'on a vue des forêts qui augmente tout simplement votre portée d'efficacité avec vos forêts. Donc votre première règle se fait en phase de mouvement, une fois par tour pour votre armée, donc une seule unité va pouvoir bénéficier de cette règle. C'est une règle corps, donc attention, vous ne pourrez pas utiliser un autre mouvement pendant cette phase-là. Elle vous dit que vous allez pouvoir choisir une unité Sylvaneth entièrement à 6, donc potentiellement entièrement à 12 si vous avez 3 forêts, la retirer du champ de bataille et la replacer à plus de 9 de vos unités ennemies et entièrement à 6, 9 ou 12 selon les forêts que vous aurez d'une forêt Sylvaneth. Ça peut paraître comme ça, on va dire anecdotique. Cependant, avec l'usage des nouvelles forêts, vous allez pouvoir invoquer des forêts au tour adverse, voire à votre tour, et à votre phase de mouvement, pouvoir projeter très facilement vos unités en frappe en profondeur à 9 pouces de l'adversaire et commencer à tenter des charges, ainsi de suite. Vous allez aussi pouvoir éventuellement vous repositionner une partie de votre armée avec, alors c'est qu'une seule unité qui peut le faire, mais si vous êtes très élite, on va dire, commencer à jouer sur 2 flancs, 3 flancs, ça vous donne vraiment beaucoup de mouvements. Au fur et à mesure de la partie, de toute façon, vous allez avoir de plus en plus normalement de forêts, elles sont très difficiles à tomber, et donc pouvoir jouer comme ça des objectifs, de la mobilité, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est vraiment très très positif pour l'armée d'avoir du mouvement comme ça, une capacité de mouvement en tout cas en phase de mouvement. Pour la règle suivante, donc ça se passe, les 2 règles suivantes se passent en fin de tour, en phase violette, donc en any turn, end of any turn. Donc vous allez pouvoir choisir vos unités Sylvaneth qui sont entièrement à 6, 9 ou 12 comme on l'a vu ensemble avant, et de les soigner de D3. Donc du soin à toutes les phases de tour, c'est très bien quand vous avez des grosses unités ou des unités moyennes, même des cure notes avec 5 points de vie bénéficient très très bien de cette règle. On est content de pouvoir les soigner, ça mange pas de pain. Vos héros qui peuvent faire des miscasts ou prendre des petites blessures, des petits tirs comme ça, pareil, ça va les soigner très facilement. Alarielle va vraiment bénéficier de cette règle à fond. Et l'autre règle que vous allez pouvoir faire, pareil, ça va être de prendre une unité Sylvaneth qui est en combat et qui est entièrement à 6, 9 ou 12 d'une forêt, la retirer du champ de bataille et la replacer à 9, à plus de 9 des adversaires et entièrement à 6, 9 ou 12 d'une forêt. Donc là, c'est le Strike and Fade qu'on connaissait en V3 qui se faisait en phase de combat. Là, ça se fait en phase violette. Donc bien sûr, c'est plus dangereux car votre adversaire va pouvoir vous frapper dessus. Cependant,
Si ce dernier, on va dire, dévie ses attaques, ou alors que vous avez tout simplement fait le choix de prendre un combat de manière judicieuse, vous-même, si vous êtes toujours engagé avec un sort persistant, si vous êtes toujours engagé avec n'importe quoi, une petite unité, un petit héros, et vous voulez vous repositionner, bah, vous allez pouvoir comme ça revenir en arrière et vous positionner. Règle qui était quasiment infaisable avant, avec les nouvelles structures des forêts, ça devient beaucoup plus facile. Et donc, vous allez pouvoir projeter des unités telles que Alarielle, qui est très résistante, un pack de libellules pareil, pourquoi pas des cœurs-notes épées, pour pouvoir frapper votre adversaire, réduire au mieux ses troupes et repartir. Attention, si vous n'êtes pas engagé, vous ne pourrez pas repartir, donc ça peut être dangereux si jamais vous vous retrouvez dans une situation compliquée. Mais vous allez pouvoir, on va dire, faire des petits combos éventuellement. Si vous faites charger par exemple à l'Ariel ou des libellules ou comment ça s'appelle, des cœurs-notes, frapper avec tout le monde. En phase violette, utilisez le Strike and Fate avec par exemple une unité de cœurs-notes qui vont pouvoir repartir se repositionner dans votre territoire, dans votre bunker. Et à l'Ariel, si elle est toujours engagé, éventuellement, faire un enfoncement qui va vous permettre de replacer, revenir en arrière. Donc potentiellement, vous avez souvent la possibilité pour un PC d'avoir presque 2 strike and fade. Donc voilà, c'est une très bonne règle qui était quasiment impossible à faire avant. Aujourd'hui, vous allez pouvoir vous en user et en abuser. Et ensuite, il ne faut pas oublier que c'est aussi any return. Ce qui fait que, imaginons votre adversaire vous charge pour vous lock, je ne sais pas, par exemple, vos archers qui n'ont pas shooting combat, vous allez pouvoir les retirer, les replacer, ce qui vous donne beaucoup de mobilité. Pareil avec les gardes d'honneur. Si jamais vous avez une garde d'honneur entièrement assise, par exemple d'Alariel ou de la Legiovine ou Beltanos, et qui se font tag ou lui se fait tag, et bien pouvoir à la fin repositionner, refaire les setups et ainsi de suite. Donc c'est une très bonne règle. Alors maintenant, on va regarder les battle formations, donc les sous-factions comme énormément d'index. Ces dernières sont vraiment limitées, c'est dommage, on aurait aimé des choses peut-être un petit peu plus fortes ou plus polarisées. Surtout qu'à la lecture du livre de règles des Skaven et des Stormcast Eternal, ces dernières n'évoluent pas, donc vous savez que vous allez jouer, à moins vraiment qu'il y ait une révolution dans un BT qui sorte, et vraiment je ne pense pas, jouer avec 80% entre guillemets de ces choses-là, ça va peut-être évoluer à un mot-clé, quelque chose, mais principalement, rien ne changera. Donc la première, c'est un passif qui vous permet de soigner vos unités sylvanettes monstres de 3 points de vie au lieu de D3 en phase violette. Sur le papier, ça paraît intéressant. Vraiment, je pense que si vous voulez la jouer, il faut vous constituer une armée ultra élite avec beaucoup, beaucoup de monstres qui va augmenter votre tankiness. Cependant, vous allez perdre énormément de présence sur table. Et je pense que vous pouvez mathématiquement vous en passer car la règle vous permet de soigner 3 directs au lieu de D3, sachant que la moyenne d'un D3 c'est 2, donc vous n'allez pas non plus gagner énormément avec cette sous-faction. À moins vraiment que vous jouez une armée que composée par exemple d'hommes arbres, et donc là vous allez être content de pouvoir bénéficier de ça, surtout avec le fait que les règles peuvent, la forêt peut augmenter à 6, 9 ou 12 cette capacité. La deuxième, Forest Folk, celle-ci, pareil, est assez anecdotique, je trouve, parce qu'elle va vous permettre d'augmenter de 1 la pénétration d'armure, oui, des armes de mêlée pour les unités sylvanettes non cure-note infanterie. Donc là, c'est un petit peu chiant. Pourquoi? Parce que bah, vos seules unités qui vont en bénéficier, déjà, il faut avoir chargé pour pouvoir en bénéficier. Deuxièmement, ce sont des unités qui ne sont pas designées pour le combat. Donc, on n'a jamais envie d'investir des points ou des ressources pour transformer le profil d'une unité qui n'est pas combattant en combattant. Ou alors, il faut vraiment que les bonus soient très forts. Là, juste 1 de pénétration sous condition d'avoir chargé avec des unités qui sont principalement des elfes, donc qui blessent à 4. Je trouve que cette sous-faction est très anecdotique. Peut-être que, comment dire, peut-être sous certaines conditions, vous pouvez arriver à faire quelque chose d'intéressant avec, car c'est un passif, ce n'est pas une unité qui va en bénéficier, comme par exemple pour les Skaven où c'est 3 unités de mémoire. Vous allez pouvoir augmenter le volume, mais une fois de plus, je trouve ça un petit peu décevant, surtout que vous avez un sort qui vous permet d'augmenter de 1 la pénétration d'armure. Maintenant que toutes les forêts interagissent entièrement à 12, vous allez pouvoir plus facilement interagir avec. Et donc,
on va dire empiler avec cette règle un reine -2 sur des unités qui sont sans reine ou reine -1, mais voilà, ça reste toujours assez faible à mon goût. Le troisième outcast, c'est celui qui est très utilisé par la Sylvanette parce que les autres sont vraiment faibles et qui reste très bon. Vous allez soustraire de 3 locés des unités ennemies qui sont en combat avec une unité Sylvanette. Vraiment, c'est très bien parce qu'en fait, vous allez souvent vous retrouver engagé. euh, Vous allez faire un maximum le strike effect, mais des fois, vous n'aurez pas besoin de le faire ou autre. Et si vous souhaitez reprendre un objectif, bah, dire à un monstre adverse, tu comptes que pour 2, unité de 5 qui passe à 2, unité de 10 à 7 et ainsi de suite, ça fausse vraiment l'OC. Et l'OC est une très bonne ressource pour pouvoir reprendre les objectifs de manière fiable. Vous avez des unités dans le jeu qui sont dessinées pour résister sur les objectifs, qui ont des bons bonus, qui bénéficient de ward ou de choses comme ça. Prenons par exemple des porte-pestes qui vont avoir beaucoup de points de vie, une save assez faible, mais quand même une bonne ward, ou des Putrid Viking qui eux ont une grosse sauvegarde, un bon OC amélioré. Et ben vous savez qu'au long terme, vous allez perdre le combat. Cependant, avec ce genre de règles qui réduisent l'OC de votre adversaire, vous allez pouvoir reprendre l'objectif et marquer des points. Le jeu ne se fait qu'en 5 tours, donc chaque tour passé où vous scorez plus que votre adversaire, c'est une victoire que vous prenez. Donc une très bonne sous-faction, sans compte, parce que les autres sont vraiment faibles, mais elle reste bonne de manière générale. Et la dernière vous dit qu'en phase de charge, vous allez pouvoir choisir une unité, donc c'est très encadré pour toute votre armée à votre phase de charge seulement, donc c'est même pas aux deux, ce n'est pas un passif, c'est une capacité, de prendre l'unité Sylvanette cavalerie. Cette unité va pouvoir run and charge. Cette dernière est vraiment faible parce que une cavalerie, notamment la cavalerie des Sylvanettes, bouge très très bien. Donc vous n'avez pas besoin de cette capacité pour pouvoir impacter, réussir vos charges. Vous allez voir que Beltanos donne aussi course et charge. Donc en fait, c'est un peu un écho à une capacité que vous avez déjà assez facilement dans votre index. Donc, et c'est qu'une seule unité, donc vous pouvez même pas vous dire je vais prendre une full cave, vous voyez, donc je trouve que c'est vraiment trop limité pour pouvoir rendre cette sous-faction viable. Par chance, nous avons Outcast qui magnifie les Sylvanettes, donc on va partir sur ça la plupart du temps. Alors maintenant, on va commencer par les traits héroïques. Donc 3 traits héroïques. Les traits héroïques Sylvanettes sont vraiment bons. Le premier est une réaction au fait que votre adversaire vous cible avec un sort ou une prière. Donc le porteur, quand une unité est entièrement à 12 de ce dernier, va pouvoir sur un 3+, ignorer la magie. Ou la prière, attention, les deux, hein. Les effets des sorts et des prières. Donc c'est vraiment très très bon sur le papier. Cependant, ça reste, on va dire, match-up dépendant, car vous avez des armées qui ne cibleront jamais vos adversaires parce que les sorts principalement ciblent eux-mêmes, voilà, donc ça ne servit à rien. Les prières qui ciblent des adversaires, c'est pareil, il n'y en a pas beaucoup dans le jeu. Vous avez Korn qui peut avoir quelques interactions, mais sinon c'est assez limité. C'est quelque chose qui en V3 aurait été exceptionnel. En V4, vu l'usage de ces derniers, c'est plus anecdotique, on va dire. Donc si jamais la méta du jeu se change par beaucoup de sorts qui peuvent faire des effets à distance, des dégâts, des choses comme ça, c'est un très bon outil à avoir dans le sac. On est content. Pour 3 ans de nous avoir ça dans le jeu, c'est super bien. Cependant, aujourd'hui, je mettrai un petit bémol dans le sens où voilà, vous n'aurez pas non plus beaucoup d'occurrences pour l'utiliser à ce niveau-là. La suivante, Warsinger, va vous permettre à votre phase de mouvement seulement de choisir une unité Sylvanette qui est entièrement à 12 du porteur et d'ajouter 2 au mouvement de la cible pour le reste du tour. Donc plus 2 de mouvement, bah, c'est très bon parce que le mouvement est une ressource limitée dans le jeu. Principalement, l'infanterie bouge de 5, donc vous avez quasiment une demi-valeur de mouvement d'infanterie ajoutée. Donc vous allez pouvoir prendre des mesures plus facilement, charger entre guillemets mieux, vous remettre sur des objectifs, ainsi de suite, ainsi de suite. Le entièrement à 12, c'est une bonne bulle, hein, on va pas se mentir. Ce n'est pas une bulle entièrement à 6 ou que sais-je. Et le porteur peut lui-même se cibler si jamais il a besoin d'aller un peu plus loin. Donc entre la règle pour pouvoir passer dans les racines et vous mettre entièrement à 9 d'un adversaire et entièrement à X d'un arbre, plus cette règle-là, va vous donner beaucoup de mobilité en Sylvanette. Je pense pas que vous en manquiez. Peut-être les unités infanterie telles que Dryad peuvent être un petit peu à la traîne, mais ça nous fait quand même pas mal d'occurrences de mouvement, donc on est très content d'avoir ce genre de trait. Et le dernier, c'est le Spellsinger. Donc là, c'est un passif et je pense que c'est le trait qui
sera et qui doit être le plus utilisé, sous condition que vous ne jouez pas que des héros nommés bien sûr. Il va vous permettre quand vous êtes à portée d'engagement, donc 3 pouces d'une forêt, de si vous êtes un sorcier d'avoir +1 au, casting roll, donc au jet de lancement. Donc c'est vraiment bien parce que mathématiquement, aujourd'hui avoir un +1 dans le jeu sur la version 4, c'est un gros bonus. Seuls les meilleurs sorciers du jeu ont +2. Le plus que +2 est extrêmement rare ou sous condition. Donc voilà, vous transformez votre sorcier en un bon sorcier et on vous dit en plus de ça, si le porteur n'est pas sorcier, il devient sorcier niveau 1. Donc là, c'est très très bon parce que vous allez pouvoir permettre à des unités combattantes telles que l'esprit d'Urtu ou un Trilord de passer sorcier et donc de pouvoir lancer vos domaines de magie, lancer des sorts persistants et ainsi de suite. Ça augmente de manière fiable votre capacité à jouer Sylvanette. Je pense qu'il est très difficile aujourd'hui de jouer Sylvanette sans sorcier, donc c'est un très très bon trait de co. Entre les trois, vraiment, tout va dépendre de l'orientation de vos listes, mais vous avez 3 bons choix, ce qui est très rare, donc on est content d'avoir ça en Sylvanette. Alors pour les traits les artefacts de pouvoir, on va y arriver, vous avez la possibilité, d'en choisir un bien sûr, parce que c'est une optimisation et les 3 artefacts sont peut-être pas aussi bons que les traits de co, mais en tout cas vous avez, de bonnes occurrences. Le premier, la Seed of Rebirth, vous dit que c'est un passif, que quand le porteur va être détruit, vous allez pouvoir jeter un dé et sur un 3+, l'unité n'est pas détruite, les dégâts qui devaient lui être affligés ne sont pas infligés et le personnage va rester avec un point de vie, vous ne pourrez plus utiliser cette capacité du reste de la partie. Qu'est-ce que veut dire détruit? Donc dans le core rule, détruit c'est quand vous avez alloué tous les dégâts que vous pouviez allouer à votre unité et retiré tous les modèles et qu'il n'y a plus de modèles dans l'unité. Donc en fait c'est quand vous êtes mort tout simplement. De plus, si une capacité octroie le statut détruit, vous retirez tous les modèles de l'unité directement. Donc voilà, donc s'il y a une capacité qui va détruire votre héros en une fois, je sais pas, par exemple la tueuse des rois d'Archaon, vous lancez votre 3+, sur un 3. Vous validez le fait que vous n'êtes pas détruit, vous restez avec un point de vie, ou si vous prenez des dégâts qui sont censés tuer votre héros, sur un 3+, il revient à la vie. Ça peut pas être anecdotique, cependant, c'est un bon artefact. Gumble, bien sûr, mais en fait, qui va forcer votre adversaire, quand il va devoir faire des tactiques de bataille, d'interagir avec vous, de le prendre en compte. On peut facilement l'oublier. Si c'est par exemple tuer l'entourage, sur un 3+, il n'est pas mort. Il faudra du coup engager potentiellement 2 unités pour tuer une fois, réussir le 3+, et retuer une deuxième fois, même s'il n'y a qu'un seul point de vie. Pareil, une unité combattante, par exemple un Durtu qui aurait ce trait de co, une fois qu'il a fait ça, s'il réussit son 3+, il va pouvoir taper. Le Durtu tape très fort, donc c'est pas mal d'occurrences comme ça. Et si vous êtes engagé, vous allez pouvoir strike and fade, vous repositionner, vous soigner, ainsi de suite. Donc un très bon outil de survivabilité pour vos héros non nommés. La suivante, la Greenwood Gladius, donc c'est un petit peu plus anecdotique. Je préfère, je pense, la Seed of Rebirth sur n'importe quel héros qui peut le porter plutôt que ça. Mais peut-être que dans certains archétypes, on peut dire, vous pourrez en avoir besoin, qui vous dit de prendre en phase de combat une unité ennemie à 3 pouces, rouler un D3, et sur un 2+, affliger la valeur en dégâts mortels. Donc il affiche 2 à 3 blessures mortelles à toutes les phases de combat pour une unité engagée. C'est intéressant, mais je sais pas si je préfère ça plutôt que la Rebirth qui peut tactiquement être peut-être plus intéressant. Cependant, si vous avez l'habitude de jouer des héros qui sont engagés longtemps parce qu'ils ne sont pas une menace pour votre adversaire et que ce dernier n'a pas d'intérêt à jouer autour, ou que vous jouez un héros qui va peut-être mettre des frappes en dernier à vos adversaires ou des frappes en premier à vos unités à vous, donc potentiellement, on va dire, réduire la menace de votre adversaire, ça peut être un bon artefact parce que vous allez quasiment à toutes les phases de combat, mathématiquement mettre 2 blessures mortelles, donc c'est un petit dégât supplémentaire, couplé avec les dégâts, les D3 blessures mortelles de vos arbres, potentiellement faire 4-5 blessures, voire 6 par tour. Je pense pas que ça soit le plus, on va dire, plus fort à jouer, mais en tout cas, c'est un bon outil qu'il ne faut pas négliger. Et le troisième que je trouve un petit peu plus fort que les dégâts octroyés par la Greenwood Gladius vous dit de prendre une unité ennemie en combat avec le porteur et sur un 3+, donc c'est toujours le 3+, c'est un peu pénible, mais bon, c'est la vie.
vous ajoutez un jet de blessure pour les unités sylvanettes qui vont faire des attaques de mêlée sur cette unité. Donc plus un bless sur l'unité, bah, aujourd'hui on sait qu'on est quand même sur un jeu basé principalement sur les pièces centrales. Vous allez avoir un gros héros qui va faire 3, 4, 5, 600 points, des Death Stars, donc des grosses unités combattantes, genre 10 Chosen, 6 Vanguard, vous voyez, ce genre de choses-là, qui, où votre adversaire investit beaucoup de points dedans, donc de pouvoir mettre plus un bless avant que la phase de combat commence sur cette unité va facilement lisser, améliorer vos stats et votre adversaire peut se retrouver dans des situations compliquées car bah, vous avez un gain de dégâts qui n'était pas pris en compte, voire qui peut compenser des malus. On sait que STD porte la marque de Nurgle et donc à moins un bless, bah là vous allez le compenser. Donc ce dernier va devoir réfléchir à 2 fois dans quel ordonnancement il va activer ses unités. Donc 3, comme je disais, artefacts de pouvoir vraiment intéressants, 3 situations différentes, mais en tout cas ce sont des bons artefacts et on est content d'avoir ça en Sylvaneth. Donc pour les domaines de magie, vous n'avez malheureusement qu'un seul domaine de magie, ça va rester comme ça jusqu'à la fin de la V3. Qu'est-ce que nous avons? Donc 3 sorts comme tout le monde. Le premier c'est le Triston qui est un sort illimité. Je mets un petit bémol sur l'écriture du sort, pas le fait de la puissance du sort, hein, mais c'est vrai que je trouve dommage d'amputer un sort au Sylvaneth. Vous avez que 3 sorts, mais il y en a un qui vous permet d'invoquer des forêts. On aurait peut-être aimé que ce dernier soit transféré dans les traits d'allégeance plutôt qu'être dans le spell lord. Mais bon, c'est pas grave. Donc c'est en unlimited, donc tous vos sorciers vont pouvoir le lancer. Donc on comprend peut-être l'intérêt de prendre le trait de co pour transformer une unité en sorcier et essayer de maximiser ces derniers. Donc valeur de lancement de 6, c'est acceptable pour un sort illimité comme ça ne demande pas une grosse valeur. Et vous allez pouvoir du coup, une fois que le sort est réussi, placer entièrement à 24. Donc entièrement à 24, c'est une énorme bulle. Vraiment, c'est très très bien d'avoir une portée aussi grande. Du coup, une forêt a 3 pouces des objectifs, donc ça n'a pas changé, mais ce qui est bien maintenant, c'est que ça a 1 pouce des unités ennemies et des autres terrains. Donc maintenant, vous allez pouvoir enfin facilement poser des forêts à côté des unités ennemies pour pouvoir faire interagir vos règles, placer 1, 2 à 3 forêts si possible pour pouvoir bénéficier un maximum de vos règles d'allégeance et commencer à jouer vraiment Sylvaneth, ce qui était difficile avant. Si jamais il y a 3 forêts déjà installées sur le terrain, vous ne pourrez pas en poser une quatrième, heureusement, parce que déjà 3 forêts à sortir quand vous jouez contre Sylvaneth, c'est très difficile aujourd'hui. Donc vous allez soigner de 3 ces dernières. Donc n'oubliez pas que les forêts, il y a une ward à 5. Et donc vous avez entre 8 et 12 PV en save à 4 wards à 5. C'est quand même très très résistant. Ce n'est pas toutes les unités qui peuvent en une phase de combat sortir ça, loin de là. Ce qui rend peut-être même un peu trop fort les forêts. Donc on verra si à l'avenir la ward à 5 n'est pas réduite à une ward à 6. Car le bonus est peut-être trop conséquent. Donc le sort suivant vous permet sur une valeur de 6 de choisir une forêt entièrement à 18 du lanceur. Donc là faites attention, si vous commencez à invoquer des forêts loin, c'est-à-dire à 24 pouces, il faut que cette dernière soit entièrement à 18 du lanceur. Si c'est le cas, vous allez pouvoir augmenter de 1 la pénétration des armes de mêlée pour les unités sylvanettes qui sont entièrement à 6, 9 ou 12 selon la capacité du nombre de forêts que vous avez. C'est une très bonne règle sur le papier car plus de pénétration, on le prend. Ce n'est pas une unité, c'est toutes les unités qui sont entièrement à X de cette arbre. Cependant, la V4 fait que toutes les unités compagnons ne peuvent pas bénéficier de ceci. Donc l'aventure de Alariel n'aura pas le plus un rend. Pareil pour les unités des libellules et ainsi de suite. Donc faites attention à l'usage, c'est très très fort, mais vous ne pourrez pas non plus vous retrouver dans une situation où l'entièreté de votre armée en bénéficie. Ce sont seulement les unités qui sont dessus, et souvent les unités qui sont dessus sont les unités les moins véloces. Mais bon, on prend, vous allez voir qu'il y a des profils, quand elles vont passer à plus d'un drain, ça devient très fort, et vu que vos forêts sont beaucoup plus résistantes maintenant, et ben vous allez pouvoir en bénéficier pendant plus longtemps, et c'est une très bonne chose. Et la suivante, le dernier sort qui se lance sur du 7, qui est un sort qui va vous permettre, on va dire, de détruire ce qu'on appelle la masse. Donc ce sont des unités populeuses. Vous allez lancer autant de dés qu'il y a de modèles dans l'unité. Chaque 5+, c'est une blessure mortelle. C'est vraiment bien pour pouvoir
réduire les forces de vos adversaires. Cependant, sur la V4, vu qu'on ne peut renforcer qu'une seule fois une unité, il est assez rare de vous retrouver à lancer, on va dire, plus de 20 dés, pour faire simple. Cependant, c'est un bon outil à avoir en main, mais comme je vous le disais, vous vous retrouvez sur les 3 sorts avec un sort qui vous permet de lancer des forêts. Une fois que vous avez lancé vos 3 forêts, à part le soigner, vous n'allez pas faire grand-chose d'autre. Et un deuxième sort qui est un anti-horde. Si vos adversaires n'ont pas de horde, bon, bah, vous allez peut-être le lancer, mais vous ferez 2 blessures mortelles. Une 2 blessures mortelles, c'est pas énorme. On vous demande de choisir une unité qui a 12 pouces du sorcier qui lance ce sort, ou alors de choisir une unité qui a 6 pouces d'une forêt, 9 ou 12 si c'est une forêt de 3. Donc voilà, c'est intéressant pour pouvoir mettre des blessures mortelles. Mais voilà, on se retrouve, comme je vous dis, en Sylvaneth finalement avec un seul sort vraiment intéressant une fois que vous avez lancé vos forêts, attention, qui est le plus 1 de pénétration, mais qui peut être limité, parce que si vous jouez beaucoup de cavalerie, bah, finalement, il n'y aura que les cavaliers qui vont en bénéficier et pas les montures. Alors maintenant, nous allons regarder les Endless Spells. Donc une fois que vous avez utilisé vos sorts, vous allez pouvoir lancer donc vos forts, entre guillemets, vous allez pouvoir utiliser vos Endless Spells. Les Endless Spells Sylvaneth sont intéressants, cependant en mise en lumière des Endless Spells génériques, je pense qu'on ira plus souvent chercher des Endless Spells génériques. Mais voilà, vous avez des outils qui peuvent, selon votre construction de liste, être pertinents. Lancement de 7 pour tous, c'est un petit peu conséquent. Moi, je trouve que 7, c'est une grosse valeur de lancement, donc vous allez potentiellement le rater. Mais si vous y arrivez, voilà, des bonus intéressants. À noter que tous les Endless Spells se lancent entièrement à 9 du porteur, ce n'est pas entièrement à 12, donc c'est assez court, faites attention, notamment avec les forêts, vos unités et tout. Et à part le Spit Hive qui lui doit être à plus de 3 des unités ennemies, c'est à plus de 9 des unités ennemies. Donc on va regarder ça tout de suite, ce que font les Endless Spells. Alors le premier c'est la Glade Wyrm. Intéressante dans sa construction de règles, cependant, je mets un petit bémol sur l'usage. Pourquoi? Parce que c'est 7 points de vie en save à 4. Donc 7 points de vie en save à 4, voire à 6, c'est correct. C'est pas tout le monde qui peut, c'est pas toutes les unités qui font 100 points qui peuvent le sortir à une phase de combat. Cependant, il est designé pour aller chasser des sorciers. 6 attaques 4-2, moins 1 D3, moins 2 D3 sur les sorciers. Donc si vous tombez sur un petit sorcier tout seul sur un objectif, vous avez des chances de le tuer en une phase de combat, on est d'accord. Cependant, ça règle ces 2 règles qui sont intéressantes. Vous dit qu'en phase de mouvement, c'est un corps, donc vous ne pourrez pas bouger, utiliser cette règle-là, mais utiliser directement. Vous allez pouvoir vous retirer du champ de bataille, vous positionner à plus de 9 des unités ennemies et à plus de 3 des unités ennemies sorciers. Donc s'il y a un sorcier qui est tout seul sur un objectif, vous mettez à 3, vous avez statistiquement une charge à 3 s'il n'y a pas de redéploiement, ce qui est très fort. Cependant, il faut bien vous preniez en compte que le entièrement à 9 des autres unités fait que si votre ennemi a une unité sorcier et qu'il est entouré d'autres unités, ce qui va souvent être le cas, et ben vos FEP seront, la FEP de cette unité sera repoussée. Donc c'est pas si facile d'aller chercher ça. Et en plus de ça, vous avez quand même, on va dire, souvent, c'est souvent le cas, des sorciers qui sont plus que juste un petit sorcier à 120 points sur le papier, et donc ils ont la capacité de détruire la Glade Wide facilement, sans souci de ce niveau-là. Donc si la méta vraiment se porte sur des petits héros petits héros sorciers qui doivent tenir des objectifs, c'est un très bon outil. Sinon, c'est un petit peu plus anecdotique. Et vous pouvez en fin de tour prendre une unité sorcier qui est engagée avec le Endless Spell et retirer un au lancement, unbinding et bannissement de rôle jusqu'à votre prochaine phase, jusqu'au prochain tour. Donc c'est bien, sur le papier c'est très fort, cependant il faut réussir à aller en phase violette et je pense que la Glade Wide risque d'être sortie à banc. Mais bon, c'est un outil spécialisé, c'est intéressant malgré tout. Alors le suivant c'est le gros tronc qui flotte là, le Vengeful Skullroot. Donc 8 PV sauvegarde à 4, pareil, c'est correct en tankiness, avec une save à 6, ce n'est pas une unité à 100 points, 110 points qui va pouvoir le tomber en une phase de close. Au corps à corps, 3 attaques, 4-2, moins 1 des 3, c'est anecdotique, on va pas le prendre pour ça. Pourquoi est-ce qu'on prendrait cette unité? Pour son passif qui vous dit que cette manifestation est considérée comme une Awakened Wildwood. Alors attention, on met des guillemets, il y a bien écrit seulement pour les règles suivantes: Endless Growth, Walking the High Path et Strike and Fate, c'est-à-dire vos traits d'allégeance. Donc vos unités qui sont entièrement assises de cette Endless Spell, vous ne pouvez pas augmenter la portée parce que ce n'est pas une forêt multiple, c'est juste considéré comme ce n'est pas.
donc pouvoir soigner de D3, pouvoir Strike and Fate, donc potentiellement, si vous êtes à côté, partir de ce Endless Spell, ou bien sûr arriver à côté de ce Endless Spell, attention, et éventuellement en phase de mouvement, si vous êtes à côté de ce Endless Spell, partir de ce Endless Spell si vous n'êtes pas engagé, ou arriver à côté de ce Endless Spell. Sur le papier, c'est un bon outil, parce que ça va pouvoir vous permettre d'avoir une forêt mobile qui bouge de 8 et ainsi de suite, qui va pouvoir vous donner potentiellement des setups. Cependant, vous ne pourrez pas utiliser toutes les autres règles des Sylvanettes, donc lancer des sorts au travers, blablabla, blablabla. D'accord, vous êtes très encadré à ça. Ça peut être intéressant si vraiment vous avez besoin d'une quatrième forêt. Cependant, avec la nouvelle règle des forêts qui rajoute 3, 6 pouces à l'usage de ces dernières, je ne pense pas que ce spell soit auto-include à ce niveau-là. De plus, il bénéficie d'une capacité en fin de tour qui dit que vous allez choisir un ennemi à 3 pouces de la manifestation et pour le reste du tour, vous allez retirer à son OC, donc son objectif contrôle, la valeur du nombre d'unités alliées qui ont été détruites pendant ce tour-ci. Sur le papier, où on peut se dire ouais, c'est cool, on réduit de l'OC, ma sous-faction réduit de l'OC, et ainsi de suite. Cependant, ce sont des unités alliées, et il y a bien écrit que les manifestations et les terrains ne comptent pas. Si les terrains comptaient, éventuellement, vous pourrez perdre des forêts et amplifier cette valeur. Aujourd'hui, dans Sylvaneth, vous n'êtes pas une armée populeuse, souvent élite, voire ultra élite, et donc vous allez pouvoir perdre 1 ou 2 d'OC, voire 3, mais ça commence à être très compliqué parce que quand vous en arrivez à ce niveau-là, vous n'avez plus d'unité sur table. Du coup, souvent, vous avez perdu. Je ne pense pas que cette capacité va vous permettre de gagner des parties. Voilà, donc pour moi, c'est moyen moins. Si vraiment on a besoin d'un quatrième arbre, on peut aller chercher ça, mais je suis vraiment pas convaincu par l'usage de ce dernier. Et la dernière, donc c'est la Hive qui, elle, vous avez bien entendu, même si elle n'a pas de mouvement, vous ne pouvez pas engager les adversaires avec, ça a plus de 3 pouces. Elle va vous demander de prendre une unité Sylvanette à 3 pouces d'elle sur un 2+, vous appliquez un des effets suivants, plus un course, plus un charge, ou une ward à 6. C'est bon, tout simplement, donner une ward à 6 sur beaucoup de points de vie, on est content, plus un course, plus un charge, on est content. C'est des bons buffs, cependant, on le voit ensemble, dans ce package de 3 Endless Spells, vous en avez un qui est bien, qui est la Hive. Les deux autres sont très situationnels, voire mauvais sous condition. Donc je ne pense pas qu'en tant que joueur Sylvaneth, on va se tourner instinctivement vers ces derniers. Les génériques vous apporteront beaucoup plus, je pense, d'outils pour pouvoir gagner vos parties simplement. Alors maintenant, on va passer aux unités. Donc on va commencer avec Alariel. Donc Alariel, c'est 680 points. Vous êtes dans le meilleur War Scroll d'Alariel possible depuis que je connais le jeu, depuis la V2. Donc jouez-la, elle est très forte, elle vaut ses points, 16 PV, save à 3, ward à 6. Elle a enfin pris une ward, on aurait peut-être aimé une ward à 5, mais ça aurait été trop fort, où il aurait fallu monter ses points, donc on est content quand même de ça. 14 de mouvement, donc c'est une des unités du jeu qui va le plus vite, elle peut prendre plus de mouvement, n'oublie pas que le trait de co, donc 16, ça devient très très fort, et elle a un OC5, on aurait peut-être aimé lui donner un OC peut-être 7, 9, 10, je sais pas, comme les gros héros tels que comment s'appelle, Bellacor, voilà, ce genre de choses-là. Mais c'est pas grave, on va se contenter de ça. Elle a un tir à 12 pouces, 2, 3, moins 2, 4, donc c'est très bien, quelle que soit la cible. Vous savez que vous allez pouvoir faire vos 4 dégâts, c'est top. Au corps à corps, malheureusement pour une DS, elle a que 5 attaques, mais bon, c'est un peu le game, ils sont un peu traumas sur ça, je sais pas pourquoi. Tous les héros, mais c'est pareil en Stormcast et tout, ce sont censés être des dieux, mais vous lancez 5 patates, 3-3 moins 2-2. Bon, c'est anecdotique as fuck, c'est pas pour ça qu'on va la prendre. La libellule, par contre, tape un peu plus fort, 6 attaques, mais c'est un monstre, donc touche à 4. On déteste ça. Reine moins 2, dégâts 4. Donc on est content quand même pour les 6 attaques. L'attaque en règle, on va dire, sera la bienvenue. Avec le sort, comme je vous l'ai dit, il n'y a que la lance qui va pouvoir passer reine moins 3, dégâts 2. La libellule n'en bénéficie pas, ce qui est dommage, sinon ça aurait été un très bon profil de combat. Pourquoi est-ce qu'on prend Alariel? On va la prendre parce que déjà elle est War Master, donc elle va vous permettre de prendre toutes les unités Sylvaneth dans la construction de liste, c'est important, vous n'aurez pas de limitation. Elle est aussi sorcier de niveau 3, ce qui est très très rare, donc on est content d'avoir un sorcier de niveau 3 en Sylvaneth. Vous allez pouvoir lancer votre forêt, vos Endless Spells, voir son sort à elle qui est très bon. Elle vole, donc c'est un très bon bonus aussi. Elle va vous permettre à toutes les phases de héros, et ça c'est important de le comprendre quand on est joueur Sylvaneth, d'augmenter soit de 1 le casting roll de vos unités,
de vos sorts de lancement, je veux dire, soit de vous soigner de 2 d3. Donc, ce qui fait que potentiellement, au tour adverse, si vous êtes bloqué, même si vous êtes engagé, vous allez pouvoir vous soigner de 2 d3. Sans compter que normalement, vous serez entièrement à X d'une forêt, donc vous soignerez D3. Donc, en fait, c'est comme si vous étiez soigné de 3 d3 tous les tours. Et si jamais vous n'avez pas besoin de vous soigner, vous allez pouvoir augmenter de 1 votre casting value. Donc, pour votre tour à vous, lancez vos sorts à +1. Et au tour adverse, compensez le malus. Donc, on est très content. Et en plus, ça se fait à toutes les phases du héros. Donc, c'est très fort. Elle a un sort qui a une valeur de lancement de 7, donc avec son +1 sur du 6, on est très content de ça, qui va vous permettre de prendre une unité à 12 pouces. Donc 12 pouces c'est assez court, mais quand vous allez commencer à être engagé dans le combat et tout, c'est une bonne portée, parce que le sort est très fort. Vous allez faire 2 des 3 blessures mortelles à la cible. Donc sur un petit héros qui a 5-6 points de vie, bah, potentiellement vous pouvez le tuer. Finir une unité avec laquelle vous êtes engagé, commencer à nettoyer un écran de 10 ou 5 modèles. Et en plus de ça, on vous dit que si jamais la cible est détruite, donc que tous les modèles de l'unité sont retirés du champ de bataille, vous allez pouvoir immédiatement résoudre l'effet de Trisong. Donc Trisong, c'est le sort pour invoquer des forêts. Donc anciennement, c'était l'unité que vous tuiez qui devenait une forêt. Là, c'est encore plus fort parce qu'on vous dit que vous pouvez faire Trisong. Donc Trisong va vous demander de poser une forêt entièrement à 24 d'Alariel à ce moment-là. Et blablabla, blablabla. Et si jamais vous avez 3 forêts, les soigner. Donc ça peut être un moyen de soigner vos forêts avant de lancer le sort, ou lancer le sort et en lancer une autre fois, et ainsi de suite. Donc on est content, c'est un bon sort à faire votre phase 0. Vous avez aussi le luxe, et ça vraiment, le Rite of Life, c'est pour cela que vous prenez à l'Ariel, et je pense que principalement toutes les listes joueront à l'Ariel. Si vous la jouez pas, ça s'entend complètement, mais cette règle est très forte parce qu'elle va vous permettre, pendant votre phase de mouvement, de sélectionner l'unité qui a été détruite et sur un 4+, la ramener à la vie avec moitié d'effectif. C'est sous condition, attention, d'être entièrement à neuf d'une forêt sylvanette. Ok. Donc s'il n'y a plus de forêt sur le champ de bataille, vous ne pourrez réanimer personne. Quand vous jouez contre sylvanette, il est important de détruire les forêts quand il y a Alariel en face pour forcer votre adversaire à ne pas avoir de situation pour pouvoir réanimer vos unités. Attention, on entend bien dans ceci que le Endless Spell qui vous dit qu'il est considéré comme une forêt, considéré comme une forêt que pour les 3 règles suivantes. Cette règle ne s'applique pas, donc vous ne pourrez pas ranimer une unité autour de votre Endless Spell, l'arbre qui vole. Voilà. Par contre, ce qui est très fort, c'est que c'est... Alors c'est sur un 4+, on connaît les 4+, il y a énormément d'occurrences dans la V4 qui permet de réanimer des unités sous condition de 4+. Donc ça, c'est le cas actuellement pour cette armée-là. Cependant, ce qui est très fort, c'est que vous allez pouvoir remonter toutes vos unités. Il n'y a pas... comment dire, il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas de cavalerie, infanterie, quoi que ce soit. Donc toutes vos unités, vous allez pouvoir les remonter. Et même les monstres. Donc ce qui fait que vous allez pouvoir remonter les héros monstres. Donc les héros piétons auront moins d'intérêt. Par contre, les héros monstres, ça devient très fort. Et en plus de ça, vous allez leur allouer 6 dégâts. Donc ces dégâts ne peuvent pas être réduits sous quelques conditions. Avant, c'était 8 dégâts, ce qui fait que la Lady of Vine, au moment où elle a réanimé, elle mourrait instantanément. Maintenant, c'est réduit à 6, et en fait, c'est 2 points de vie de plus, fait que vos héros tels que Beltanos, le Trilord ancien, les Trilords, voire le Durtu, ont beaucoup plus de points de vie au moment où vous les ramenez, et ça devient vraiment très très fort. Et en plus de ça, si ça ne suffisait pas, moi je pense qu'on aurait pu s'arrêter là, la règle vous dit que Alariel peut elle-même se réanimer. Donc là, la règle vous dit que si jamais Alariel est détruite, elle est obligée d'utiliser cette capacité sur elle-même, d'accord? Donc, à tous les tours de vos phases de mouvement, si vous faites un 4+, vous allez pouvoir remonter à la vie Alariel. Et au prochain tour, tenter de réanimer une autre unité, ce qui est, je trouve, un peu dégénéré, parce que cette règle est très forte de base, beaucoup d'armées l'ont, et c'est déjà encadré, et là, en plus, vous pouvez la remonter elle. Donc super règle, c'est très fort, on va essayer d'en abuser. Le 4+, va rendre vos parties dégénérées, parce que si pour X raison vous perdez à l'Ariel T1 et qu'elle revient à votre phase de T1, bah voilà, c'est 680 points gratuits qui reviennent comme ça, parce qu'elle va pouvoir soigner très facilement. Et si vous perdez des unités ou un monstre, vous allez pouvoir les remonter, et ainsi de suite. Donc beaucoup de récursion. On voulait de la récursion, je pense, pour Alariel, et cette règle est magnifiée. Est-ce que le fait qu'elle puisse se remonter elle-même à la vie, plus continuer à remonter d'autres unités après, c'est pas trop fort? Peut-être qu'on aurait aimé que si Alariel est morte, elle puisse se réanimer une fois à la vie, elle, mais si elle le fait, elle puisse pas remonter les autres unités, je sais pas. En tout cas, vous avez un super outil, donc servez-vous-en. Et elle a un rampage un peu naze,
qui vous dit que si vous chargez une unité d'infanterie, vous lancez un D6 et sur un 3+, vous faites autant de blessures mortelles. Vous avez fait entre 3 et 6 blessures mortelles, c'est très fort, hein. Cependant, c'est encadré au mot-clé infanterie. On aurait peut-être aimé un rampage plus générique, du style vous lancez un D3 sur un 2+, vous faites D3 blessures mortelles. Et si c'est un infanterie, on double la valeur. Je ne sais pas quel est le mieux en tout cas. Voilà, ce serait peut-être plus lissé, mais bon, un très très bon profil. Si vous avez à l'arrière, jouez là parce que est exceptionnel. Beaucoup d'armées aimeraient avoir un modèle de ce style-là dans son index. Allez, profil suivant, du coup, la Lady of Vine, 280 points pour un sorcier de niveau 2. Si on part du principe qu'un sorcier de niveau 1, c'est 120 points en moyenne, est-ce qu'elle vaut son coût en points? On dirait 240, 280. Je pense que oui, vis-à-vis des règles qu'elle porte avec elle. Donc attention, elle n'a pas de ward de base, 8 PV, save à 3, bouge de 8, c'est quand même fragile, mais pour un sorcier, c'est correct, parce que souvent les sorciers ont entre 5 et 6 points de vie, donc c'est légèrement plus tonky, puis 3 de sauvegarde, à part 100 cases, c'est assez rare sur un sorcier. Qu'est-ce qu'on a de beau? Un tir anecdotique de 2 moins 1 T6, on prend, voilà, il n'y a pas shooting combat, donc c'est pas non plus quelque chose qui fera énormément de dégâts dans une partie. Au corps à corps, 6 attaques, 3-3, moins 2-2, pareil, c'est pas non plus le truc le plus fort du jeu. Cependant, elle est crit mortale, donc si vous avez un peu de réussite, stat, elle vous met 2 BM par phase de combat, ça peut un peu dévisser. Donc une petite unité, un petit héros par exemple qui a 5-6 points de vie, un héros chasseur qui vient la chercher, c'est pas dit qu'elle perde le combat. Elle a un passif qui vous dit qu'elle est considérée elle-même, cette unité, comme un Awaked Wildwood. Donc là, on se dit top. Attention, c'est comme pour l'arbre volant, on vous dit que ce n'est que pour les règles Endless Growth, Hide and Pass et Strike and Fade. Donc vous soignez de D3, pouvoir revenir après une phase de combat si on est engagé en phase violette et pouvoir vous téléporter à travers les arbres. Donc c'est très bien parce que ça vous fait un arbre supplémentaire qui bouge pour appliquer ces règles-là. Cependant, vous ne pourrez pas lancer de sort au travers d'elle. Pareil, vous ne pourrez pas réanimer avec Alariel au travers d'elle. D'accord, ce n'est que pour ces unités-là. Mais c'est intéressant d'avoir ça. Qu'est-ce qu'elle vous dit de plus? Elle a son sort qui a une valeur de lancement de 7, donc 7 c'est une grosse valeur, cependant le sort est très bon parce qu'il va vous donner une ward à 5 entièrement à 12 d'elle. Donc donner de la survivabilité sur des personnages en save à 3, voire save à 4, c'est très bien, ça rend très tanky. Elle n'a pas de bonus au lancement, donc ça peut être difficile à lancer, mais quand vous y arrivez, vous êtes content parce que c'est un très bon bonus. Et elle a en plus de ça un Rimpage, vu que c'est un monstre qui est assez fort, qui se fait à toutes les phases de combat. Vous allez choisir une unité avec laquelle vous êtes engagé, et du coup sur un 2+, soit retirer 1 au jet de touche pour l'unité ciblée, soit ajouter 1 au jet de bless pour vos attaques à vous sur cette unité-là. Donc on va dire c'est une boîte à outils qui est très fort. Quand vous faites cibler, vous faites agresser, on va dire, et vous pensez que vous n'arriverez pas à tenir, bah, le moins un touche, ça va dévier les statistiques de votre adversaire, le forcer à utiliser des attaques en règle ou des choses comme ça s'il n'a pas envie, bah, c'est des points de commandement qui sont perdus. Et si c'est vous qui agressez ou si vous avez le sentiment que votre adversaire n'est pas en capacité de pouvoir faire les dégâts souhaités, plus un au jet de touche, bah, c'est des PC, pareil, des attaques en règle que vous gagnez, ainsi de suite. Sachant qu'on a vu qu'il y avait un artefact qui vous permettait de faire un +1 bless sur un 3+, bah, si la Lady of Vine est accompagnée, comment ça s'appelle, d'un autre personnage sylvanette non unique, donc qui est porteur de traits, vous allez pouvoir vous retrouver potentiellement, sous certaines conditions, en +1 touche, +1 bless. Donc c'est une bonne empilation de règles. Est-ce qu'on va l'avoir? Peut-être c'est difficile, car je ne pense pas que vous prendrez Alariel et la Lady of Vine, et Alariel aujourd'hui est quand même très forte. Mais je pense que sous certaines conditions, vous pourrez la jouer, il n'y a aucun souci, car elle a des bonnes règles qui l'accompagnent. Alors, personnage suivant, donc Drisha, 290 points. On commence pareil à se poser des questions. 290 points, c'est plus cher que la Lady of Vine. On a vu que la Lady of Vine était quand même performante dans ce qu'elle faisait. Elle apportait une protection à 5 à l'armée. Qu'est-ce que nous apporte Drisha pour ces 290 points? Bah, ce n'est qu'un sorcier de niveau 1, pas de protection, 10 points de vie, save à 3, c'est pas mal. Mais elle va manquer un peu, je pense, d'intérêt vis-à-vis de son profil. Qu'est-ce qu'elle nous propose? À 12 pouces, donc c'est pas trop mal, 10 attaques de tir, 4-4, 1 pénétration, dégâts, shooting combat, heureusement. Il n'y a plus de blessures mortelles sur ce tir-là, vous l'avez noté comparé à la V3. Et au corps à corps, 10 attaques, 4-4, Rennes-1, dégâts 1, anti-infanterie, Rennes +1. Donc ça c'est intéressant, parce qu'anciennement, on considérait qu'on augmentait toujours le tir parce que c'était le même profil. Là, on reste simplement sur
pénétration, donc potentiellement on augmentera la valeur de corps à corps, car il y a un intérêt au corps à corps. Mais une fois de plus, pas de blessure mortelle sur ces armes-là, donc je pense que Drisha perd un petit peu d'intérêt vis-à-vis de sa capacité à combattre. Et elle a 5 attaques au close, 3-2, on est content qu'elle baisse à 2, moins 1-2, anti-infanterie, reine moins 1, donc pareil, on arrivera à reine moins 2, reine moins 3 à côté d'un arbre éventuellement qui a le sort plus un reine, mais que dégâts 2, donc je ne suis vraiment pas sûr qu'on prenne Drisha pour sa capacité de combat. Elle va avoir du coup, comme anciennement sa règle légendaire, qu'à chaque phase de héros, vous allez pouvoir lui ajouter soit 10 d'attaque au tir, soit 10 d'attaque au corps à corps. Donc comme je vous disais, vu que maintenant le corps à corps plus un reine sur l'infanterie, potentiellement on augmentera les 10 attaques de corps à corps, ce qui n'arrivait jamais avant. Mais vu qu'on a perdu les blessures mortelles sur du 4-4, je suis pas sûr que ça soit le plus pertinent d'investir 290 points dans ça. Elle a un Rampage en phase rouge. Sur un 2+, vous divisez par 2 l'OC de l'unité adverse. Une fois de plus, vous avez quand même pas mal d'outils en Sylvanette pour modifier l'OC. Je suis pas sûr que ce dernier soit intéressant. Et on va préférer peut-être détruire l'adversaire plutôt que lui réduire son OC, à moins qu'on soit vraiment dans une méta où l'OC devient trop important, que les unités sont trop défensives et du coup il faudrait le passer au travers. Ça peut être intéressant, mais aujourd'hui je n'en suis pas convaincu. Et pour son sort, heureusement, ça sera sur du 6. Vous allez prendre une unité infanterie, donc attention, c'est encadré à ce mot-clé. 12, c'est assez court. Et vous allez pouvoir appliquer pour toutes vos unités Sylvanette un plus un touche sur cette unité. Donc on est content, c'est bien de pouvoir faire ça. Plus un touche, c'est un PC qui est économisé. Cependant, c'est seulement combat-attaque. Donc ça sera que au corps à corps, donc vous ne pourrez pas en bénéficier au tir, sans compter que la moitié de ces armes de Drisha sont compagnons, donc vous ne pourrez même pas les améliorer sous quelque condition que ce soit. Et en plus, vous avez plus 1 sur les jets de blessure pour les attaques faites par les Spite Revenant et Twin Cell Wered, ça bande Warcry, donc c'est tous ceux qui sont les Sylvanettes un peu de la mort, entre guillemets. On va dire qu'elle peut trouver de l'intérêt si vous faites une composition de liste tournée autour de ça, mais cependant, ces unités-là manquent un peu de patate pour pouvoir en faire quelque chose de très très fort. On voit tout de suite se dessiner Drisha, ces unités-là dans la sous-faction. Quand vous chargez, vous avez plus un de reine pour les unités. Sylvanette, non cœur note, blablabla. Bon. On va pas se mentir, ça fait beaucoup de setup à mettre en place pour un résultat très faible. Donc malheureusement, Drisha, je pense qu'on n'en verra pas trop et je vous déconseille d'essayer de construire des listes avec. Ça fait beaucoup de travail pour un résultat plutôt moyen. Alors maintenant, nous avons Beltanos. Donc Beltanos, c'est 350 points. Attention, il a perdu sa ward à 5. Donc maintenant, nous avons 14 PV, save à 3, bouge de 12. Faites attention, quand vous le projetez, vous pouvez le perdre très facilement. Il est beaucoup moins fort sur sa phase défensive notamment. Au corps à corps, il a perdu un peu de sa super. Là, on a 5 attaques, 3-3, moins 2-2, plus un dégât en charge. Donc quand vous chargez, c'est pas mal, mais 5 attaques, c'est pas non plus exceptionnel. On aurait peut-être aimé un 3-2. Là, le 3-3, ça picote, quoi. Et sa monture qui est compagnon, donc vous ne pourrez pas la custom. 4 attaques, 4-2, moins 2-3, pareil. Donc ce n'est plus un personnage qui a pour vocation de faire énormément de dégâts. Il est correct, il n'y a pas de souci, mais attention, vous pourrez souvent rebondir. Je ne vous conseille pas d'engager ce personnage-là sur les tactiques de bataille de létalité. Vous pourrez être déçu. Qu'est-ce qu'il a de beau? Il a une capacité once par battle, start of any turn. Donc là, attention, le code couleur peut porter un peu à confusion parce que le start of any turn, quand vous êtes joueur 1, quand vous êtes joueur 2, c'est à quel moment on choisit les tactiques en start of any turn et on n'est pas en hero phase. Le jaune, c'est hero phase. Donc je pense que la couleur devrait être noire. Ça porte à confusion, d'accord? Donc si vous êtes le deuxième joueur, vous laissez votre adversaire prendre ses tactiques de bataille, faire ses occurrences de start of any turn, et quand c'est à... Ensuite, il vous rend la main, et vous allez pouvoir faire cette capacité qui n'est pas à faire en phase de héros, mais techniquement en phase noire. Je pense qu'il y a une petite coquille à ce niveau-là, personne ne s'en est rendu compte. Qu'est-ce que ça permet de faire? Vous allez pouvoir prendre un terrain de feature à 6 pouces de Beltanos, et du coup, indiquer que ce terrain gagne le mot-clé Place of Power. Donc qu'est-ce que c'est que la Place of Power? C'est l'habilité que les héros ont à interagir avec sur un 2+. Si vous êtes sorcier ou prêtre, vous gagnez +1 à vos lancements de sorts ou récitations. Et si vous n'êtes pas un sorcier, vous gagnez le fait de pouvoir dissiper comme un sorcier. Donc très intéressant pour pouvoir permettre déjà à Beltanos à sa phase début de phase, vous transformez le terrain souhaité, il devient Place of Power, Beltanos peut interagir avec sur un 2+, et du coup tenter de dissiper comme si c'était un sorcier à phase ennemie, ce qui est très bien, et ce qui va pouvoir vous permettre de le faire aussi avec vos autres unités, par exemple Alariel,
d'interagir avec, de prendre son +2 si elle prend son +1. La Lady of Vine d'aller chercher son +1, ainsi de suite. Donc vous comprenez tout l'intérêt de cette capacité à faire une fois par bataille. Donc vous allez choisir principalement autre chose que votre forêt, je pense, parce que votre forêt peut être détruite. Cependant, si vous choisissez votre forêt, eh ben, il ne faut pas oublier que votre forêt va devenir une place of power. Elle va avoir pas mal d'habilités parce qu'elle est quand même difficile à tomber. Si c'est une grosse de 3, 12 PV, save à 4 voire 5. Si c'est un terrain normal, attention, et bien noté qu'elle est considérée comme une forêt, cependant que pour les règles suivantes. On a déjà vu Endless Growth, Strike and Fade et Hide and Pass, donc le mouvement, revenir à vous positionner et le soin. Vous ne pourrez pas lancer de sort au travers, vous ne pourrez pas réanimer d'unité à Calariel au travers et ainsi de suite. D'accord? On ne triche pas, on applique bien ces règles correctement. Cependant, la place of power est une très bonne règle. Une fois ça c'est fait, eh ben vous allez avoir en phase de charge une capacité qui est très forte, qui va vous demander de prendre 3 unités sylvanettes qui ont couru, et du coup ces dernières vont pouvoir charger. Donc c'est très fort, il n'y a pas de portée, ce n'est pas entièrement en 12, entièrement en 18, c'est n'importe où sur le champ de bataille, 3 unités, course et charge. Top, attention, vous n'avez pas la possibilité, c'est pas course, tir et charge, d'accord, c'est course et charge, donc si vous avez couru, vous ne pourrez pas tirer. Vous n'avez pas énormément de tir, mais vous perdrez par exemple le tir d'Alariel ou de la Lady of Vine sous condition. Mais c'est très fort à ce niveau-là. Et vous avez un Rampage qui est encore plus fort. Je pense que les bons joueurs de Beltano s'amusent énormément avec ça. On vous demande de rouler un D3 sur un 2+, d'afficher des blessures mortelles, ça c'est standard. Mais surtout, ce qui est très fort, c'est que vous allez pouvoir retirer Beltanos du champ de bataille et le repositionner à 1 pouce de la target. Donc comme ça, vous avez l'impression que c'est anecdotique, mais c'est une règle qui est très forte parce que imaginons votre adversaire vous charge d'une certaine manière ou vous vous chargez, votre adversaire vous bloque le terrain, vous faites cette chose-là, et du coup vous allez pouvoir vous remettre derrière, donc rentrer sur un objectif, pourquoi pas engager d'autres unités. Vous vous faites charger par exemple de deux côtés par une des stars et une unité un peu plus faible, et bien vous allez pouvoir faire le rampage dessus, vous remettre de l'autre côté, du coup nullifier les autres unités qui ont chargé et ainsi de suite. C'est un très très gros outil bien utilisé. Il permet de vraiment casser des phases d'engagement, reprendre des objectifs, rater des tactiques de bataille, vous repositionner par exemple entièrement un X d'un arbre pour pouvoir strike and fade, vous soigner et ainsi de suite. C'est exceptionnel. Je pense que son coup en point se justifie complètement aujourd'hui. On aimerait, je pense, qu'il cogne un peu mieux, mais en tout cas, je ne suis pas choqué de le voir dans énormément de listes par rapport à la mobilité qu'il offre et aux tricks de mouvement. Alors là, nous avons le Warsong. Donc le Warsong, vous pouvez le custom, ce n'est pas une unité unique. Sorcier niveau 2 pour 200 points, c'est très bon. Je vous rappelle, c'est en moyenne 120 le sorcier, donc vous économisez entre guillemets 40 points de personnage. Infanterie, vol, ward à 6. Donc ward à 6, c'est correct pour un personnage. Attention, avant il a une ward à 4, donc il est beaucoup moins tanky. Et 7 points de vie, save à 5, ça c'est très fragile. Donc principalement où il se fait toucher, il se fera détruire. Au corps à corps, 5 attaques, 3-3 moins 1 des 3, c'est anecdotique, on s'en fout. Pourquoi est-ce qu'on souhaite prendre ce personnage-là? Eh bien, on souhaite prendre ce personnage-là parce que déjà, il donne une ward à 6 pour les unités sylvanettes entièrement à 12 de lui. Donc, lui, il bouge que de 6. Attention, c'est assez lent. Cependant, avec toutes les occurrences de mouvements que vous avez de passer dans les forêts, ainsi de suite, vous allez pouvoir potentiellement faire des bonnes bulles et donc protéger un peu mieux votre unité qui peut manquer de protection, tout simplement. Donc, c'est une bonne règle, on le prend. Vous avez aussi une règle assez forte qui vous dit que cette unité a +1 pour les unbind rolls et bannissements de rolls. Donc unbind rolls, il n'y a quasiment aucune unité dans le jeu qui a +1 sur les jets d'unbind. Donc quand votre adversaire va avoir son bonus de +1 voire +2, vous commencez déjà à lui gratouiller parce que vous avez +1. Si votre adversaire n'a même pas de bonus de lancement, vous avez déjà un +1 vis-à-vis de ça. Donc vous êtes déjà avantagé. Donc c'est très fort comme règle, surtout pour un sorcier de niveau 2. Il est customisable, donc lui il va pouvoir prendre par exemple l'artefact qui vous donne +1 sur les lancements de sorts quand vous êtes sorcier, donc il castera toujours ses sorts à +1. Et s'il y a Beltanos et la Place of Power, vous pouvez potentiellement être à +2, donc ça commence à être un gros sorcier. 200 points, +2 de lancement sur un sorcier de niveau 2, c'est très bon. Qu'est-ce que nous avons de plus? Nous avons son sort à lui, qui vous demande de choisir une forêt entièrement à 18, donc faites attention quand vous invoquez vos forêts à 24. Si elle n'est pas entièrement à 18, vous n'aurez pas la possibilité de le faire. Et vous allez pouvoir choisir 3 ennemis qui sont à 9 pouces de cette dernière, donc là ça commence à faire beaucoup, entièrement à 18 plus 9, ça fait assez loin.
Si vous réussissez votre sort, sur un D3 pour chaque target, sur un 2+, des blessures mortelles. Donc c'est pas la douche de BM que ce dernier faisait, mais cependant, on va dire que son sort sont sur les 7, vous avez +1 sous condition, voire +2, et donc vous allez pouvoir commencer, si vous lancez vos forêts assez loin, mettre des 3 blessures mortelles à 3 unités, à votre phase, à la phase ennemie, et ainsi de suite. Donc ça commence à faire des occurrences de BM. Les forêts font des BM aussi. On a vu d'autres occurrences pour faire des BM, donc vous pouvez quand même vous retrouver en Sylvanette avec une armée qui peut gratter comme ça plein de petites blessures mortelles tout au long de la partie et réduire les forces de vos adversaires. Ça peut être oppressant de jouer contre Sylvanette. Donc un personnage qui a perdu de sa super bien sûr par rapport à la V3, mais je pense que bien construit, bien piloté, il peut rester très pertinent dans les constructions de listes en Sylvanette. Alors maintenant nous avons l'Arche Revenant. Donc l'Arche Revenant ça a toujours été un personnage support qui buff les cœurs notes. Aujourd'hui il reste dans cette configuration. 150 points pour ce personnage là qui peut devenir sorcier, donc ça peut vous faire pour 150 points un sorcier de niveau 1 qui buff, donc une bonne pièce centrale, c'est intéressant. Mouvement doux ça bouge bien, 6 points de vie ça va 4, c'est assez fragile. Attention au tir et à la magie. Il a 5 attaques, 3, 4, moins 1, 2, c'est inutile. Par contre, il a la capacité en phase de combat, vous allez choisir soit une des deux stances, donc la stance défensive qui lui donne une ward à 4, je pense que c'est ce qu'on ira chercher principalement parce que ce personnage est quand même très fragile et il a une bonne règle de buff. Cependant, ce n'est qu'à la phase de combat, donc attention au tir et ainsi de suite au BM, il peut se faire sauter avant. Et sinon, sa stance d'attaque, c'est plus une attaque et plus un bless. Passer de 6 attaques, 3, 3, moins 1, 2, c'est correct, mais bon, c'est pas non plus la légende du club. C'est pas pour ça qu'on prend. Par contre, ce qui est très fort, c'est qu'il va vous donner plus 1 pour les jets de blessure pour combat attaque, donc ces armes de mêlée seulement. Pour les unités Cure Naughty entièrement à 12 de ce personnage. Donc Cure Naughty, bah, vous avez tous les 3 Cure Notes. Donc les Cure Notes tir ne bénéficieront pas au tir de cette règle-là parce que c'est comment pour combat attaque. Donc combat attaque c'est que le mêlée. Par contre Beltanos et Cure Naughty. Donc seulement l'homme, hein, quoi l'homme, voilà, lui-même passe à monture. Ah, elle blesse déjà à 2, vous me direz, ça n'a pas trop d'intérêt, mais dans des conditions où vous avez moins un bless, vous serez peut-être content de le récupérer, mais ça ne marche pas parce qu'il y a compagnon, et cette règle nullifie complètement ça. Donc plus un blaze, pourquoi pas, on prend, c'est une bonne règle, surtout sur les cœurs notes faux ou épais qui vont être augmentés, mais bonifiés à ce niveau-là. Si vous êtes sorcier, ben, vous avez tous les avantages qui vont aller avec. C'est un bon personnage support. Je ne sais pas si on le verra dans toutes les constructions de liste, mais sous condition, il peut être très intéressant. Alors, on continue sur les personnages. Donc là, nous avons le Spirit of Durtu. Donc le Spirit of Durtu, ça a été en V3, vraiment la brutasse. Aujourd'hui, comme tous les personnages combattants, il a quand même perdu de sa super, mais il reste, je trouve, un bon personnage. Notamment avec les modifications qui ont eu lieu sur le dernier Warzone patch note là, le Battle Scroll. Pourquoi? Parce que 14 points de vie, save à 3, c'est quand même un bon body. Avec la Grain of Rebirth, vous allez pouvoir sur un 3+, revenir à la vie, et vu le potentiel de dégâts qu'a le personnage, on est très content de ça. 12, à 12 portées au tir, 5 attaques, 4, 3, moins 1, 2, bon, c'est inutile, mais on prend quand même, ça peut faire du cheap dégâts. Ce qui est, pourquoi pas prendre un PC défense en règle sur votre adversaire, vous irez pas chercher, comment ça s'appelle, un PC pour ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le reste de ces melee weapons. Donc vous avez la Sword, 4 attaques, 3, 2, Reine moins 2, dégâts 5, donc ça commence à faire très mal sur 4 attaques. Anti-monstre, Reine plus 1, donc c'est en Reine moins 3 sur les monstres, dégâts 5, donc beaucoup de monstres. Si ça roule bien, vous réussissez entre guillemets vos 3 attaques, on va dire vous en ratez une. Ça peut faire 15 dégâts, ça tape très fort. Cependant, il ne faut pas oublier qu'en plus vous avez le sort, maintenant vous allez passer plus facilement autour des forêts pour être en plus un reine, on serait souvent reine moins 3, voire reine moins 4 sur les monstres. Vraiment, ça cogne très fort. Je pense que ce personnage, avec la mise à jour qui a été posée, reprend beaucoup d'intérêt. Et vous avez les talons, 2 attaques, donc ça c'est un peu plus anecdotique, 4-2, moins 2-3, crit mortel, donc ça peut vous permettre de récupérer les quelques petits dégâts par-ci par-là, ou éventuellement de tuer, si vous séparez vos attaques, un petit personnage à pied. Comme tous les monstres, quand vous avez pris 10 dégâts, vous perdez une attaque, donc passez à 3 attaques de sword. Vous n'avez aucune occasion, aucune occurrence pour augmenter ce nombre d'attaques de l'épée, ce qui était un peu le côté sexy du Durtu, là ce n'est pas possible. Donc vous savez que vous êtes maximum à 4 attaques d'épée. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez un rampage comme tous les monstres qui est ok, on va dire. Vous choisissez un monstre en combat sur un 3+, vous lui faites moins une attaque. Bon,
C'est, comment dire? C'est pas exceptionnel, mais on est content parce que les monstres ont souvent pas énormément d'attaques, donc ça peut augmenter la survivabilité de ce dernier. Par contre, ce qui est très fort, c'est son passif qui vous dit que quand, vous êtes à portée d'engagement d'une forêt, vous avez plus un touche, qui fait que vous n'avez pas besoin de payer de PC, que vous n'avez, pas besoin, voilà, de baby-sitter. Le Spirit of Durtu à côté des forêts, on a vu que l'aura des forêts a été augmentée, donc ça bénéficie lui aussi et donc vous allez être souvent en 2-2, -2, voire -3, voire -4-5 et en 3-2, -2-3, donc on est content. Moi, je trouve que le Spirit of Durtu, est un bon personnage qui peut bénéficier des bonnes optimisations et qui va cogner très très fort. Donc n'hésitez pas à le jouer. Surtout que, à part son Rampage qui est One Spartan Army, le reste, vous pouvez peut-être en jouer deux. Alors, deux, ça commence à faire beaucoup. Vous jouerez pas à Spirit of Durtu et à l'Ariel, mais en tout cas, à l'Ariel, quoi, deux Durtu et à l'Ariel, mais un Durtu et à l'Ariel, pourquoi pas. Vous faites des listes très élites, mais vos choix, vos menaces sont forts parce que c'est pas tous les personnages du jeu qui, pour 300 points, sont capables de faire plus de 15 dégâts sur une phase de close. Alors, le Trilord. Donc, le Trilord, malheureusement, c'est un petit peu la déception, on va dire, de l'index. Pourquoi? 260 points pour un monstre héros, 14 PV save à 3. On peut considérer que c'est correct. Si on part du principe que pour 110, 120 points, vous avez 10 points de vie. Là, vous avez un petit peu moins, c'est un petit peu plus cher. Mais bon, il est héros, donc il a l'intérêt de faire certaines habilités que les héros ont, comme les Place of Power, les choses comme ça. Cependant, bah, en fait, le problème, c'est la V4. C'est-à-dire que si vous souhaitez faire une armée full Trilord, aujourd'hui, vous êtes obligatoirement passer, on va dire, par les unités auxiliaires. Donc, donner un point de commandement à chaque tour à votre adversaire, donc 5 fois dans une partie, pour pouvoir faire un full Trilord. Et est-ce que le full Trilord est aussi efficace qu'avant? Et ben malheureusement moins. Pourquoi? Parce qu'en fait, le rampage des Trilords est One Spartan Army. Donc même si vous avez plusieurs Trilords et son rampage est bon, vous ne pourrez en faire qu'un seul. C'est dommage. C'était quelque chose qui était très joli. Entre guillemets, Games nous avait fait la promesse pendant l'été, nous dire oui, vous pourrez faire les constructions de liste que vous voulez. Oui, on peut faire les constructions de liste qu'on veut, il n'y a aucun souci. Cependant, c'est vrai que le One Spartan Army est tellement présent qu'il va vous bloquer sur énormément d'occurrences de règles, notamment celle-ci. Au tir, 3 attaques, 3-2, -1-2, shooting combat, c'est correct. C'est pas non plus quelque chose d'ultra létal, mais on prend. Et au corps à corps, 5 attaques, 4-2, parce que c'est un monstre, donc ça touche à 4, c'est horrible. -1-2, anti-charge, reine plus 1, donc à côté des arbres, on va dire on sera souvent 2-2 si on a passé le sort, si on se fait charger, 3-2, donc c'est correct, mais 5 attaques, c'est pas non plus la mort. Quand on touche à 4, ça commence à être compliqué parce qu'on va peut-être pas vouloir mettre son PC sur un personnage comme ça parce qu'il n'a pas assez d'attaque, il tape pas assez bien. Et les Impaling Talon, 2 attaques, 4-2, -2-3, crit mortal, donc ça c'est bien, mais pareil que 2 attaques, on n'a rien pour augmenter cette valeur. Son Rampage qui est plutôt bon sur un 3+, -1 pour les jets de blessure sur une unité ciblée, on est très très content, c'est très fort. Cependant, comme je vous dis, vous ne pourrez pas en jouer plusieurs parce que c'est One Spartan Army. Donc, est-ce que 1 se justifie? Bah, je sais pas, parce qu'en fait, 260 points, vous rentrez en concurrence avec d'autres personnages, tels que la Lady of Vine, le flûtiste ou autres, qui sont support à l'armée. Et cette unité n'est pas très, très support. La seule règle qui peut peut-être le rendre intéressante, c'est sa règle Any Shooting Phase, donc n'importe quelle phase de tir. Si des blessures sont allouées avec son arme de tir, l'unité sur un 3+, donc en plus il y a un putain de 3, donc vous avez que 3 attaques, hein. 3, 2, -1, 2, donc il faut quand même le laisser, hein, c'est pas dit que ça réussisse. Et bien si vous faites ça en plus sur un 3+, donc ça fait tellement de conditions, l'unité ciblée, donc l'unité ennemie, ne pourra pas utiliser de rapidité de course ou de retreat. Donc on va dire que bah, pas de retraite, si vous arrivez à 3, vous savez que vous avez une charge obligatoirement à 3, mais comme je vous dis, ça fait beaucoup, beaucoup de conditions, et au tour ennemi, bah, ce dernier ne pourra pas courir, mais vu que vous tirez qu'à 10, vous avez sûrement, l'unité a sûrement couru avant, bon, voilà, c'est un peu anecdotique, c'est dommage, les thrillers sont très beaux, mais aujourd'hui, ils ont du mal à, on va dire, trouver leur place. Games a du mal à leur donner de la place dans le jeu. Alors là, on arrive au Trilord ancien. Donc c'est exactement le même body que le Trilord standard. La seule chose, il coûte 20 points de plus parce qu'il est sorcier niveau 1. Est-ce qu'on a envie de mettre 20 points de plus pour un sorcier de niveau 1? Bon, on sait qu'on peut le passer en sorcier de niveau 1 plus 1 en lancement sous condition avec l'artefact ou le trait de co, je sais plus. Voilà.
Je sais pas, parce que ça commence à faire cher. Est-ce qu'on veut pas un sorcier meilleur tel que le flûtiste? Ainsi de suite. Parce qu'en fait, au corps à corps, c'est comme le Trilord, ça combat pas très bien. C'est pas pour ça qu'on va le prendre. Ok, il est correct, il peut se défendre, mais c'est pas une foot de guerre. Au tir, pareil, c'est pas une foot de guerre. Son Rampage est très très fort, mais une fois de plus, c'est One Spartan Army, donc vous n'allez pas pouvoir multiplier cette occurrence. Sur un 4+, frappe en dernier sur la cible, c'est vraiment bon, mais c'est un 4+, donc ça peut rater, et ainsi de suite. Et sa capacité en phase de héros, donc c'est une fois par tour à toutes les phases de héros, quoi, votre phase de héros, je veux dire, pas toutes. Vous allez pouvoir choisir un arbre entièrement à 18, et rouler un D3, sur un 2+, afficher cette occurrence de blessures mortelles à toutes les unités qui sont comment ça s'appelle, combat range. Donc, ce qui fait qu'à 3 pouces. Donc c'est pas mal, parce qu'en fait, une fois de plus, on se retrouve avec une occurrence de blessure mortelle. Ce n'est pas un sort, donc c'est juste rouler votre dé à 18 pouces. C'est fiable. C'est plus fiable, entre guillemets, que le flûtiste, qui lui est un sort. Mais le flûtiste, comparé à lui, il a à peu près la même règle, parce que lui, c'est 3 unités. La portée est plus grande, c'est 9 pouces. Donc en fait, il rentre complètement en opposition avec. Sa sorcier niveau 2, il coûte moins cher. Donc vraiment, on a beaucoup, je trouve, de règles qui sont très similaires. Peut-être que dans une construction de liste, les deux, avec lui qui a le bonus de +1 ou ou le flûtiste, n'importe, vous commencez à vous retrouver avec des sorciers qui vont faire beaucoup de blessures mortelles parce que bah, vous allez vous retrouver avec 2, avec l'arbre qui peut faire sur un 4+, aussi 3, donc 3 d 3, voilà, ça fait pas mal de blessures mortelles, mais voilà. Je pense que ces 280 points, il les justifie peut-être par son rampage sur un 4+, cependant, j'ai peur que sa survivabilité, même sur un 4+, selon conditions, ne soit pas suffisante. Jouez-le, testez-le, sous certaines conditions, comme je vous dis, en liste blessure mortelle, magie, optimisation, ça peut le faire, ça peut, je pense, détruire des armées facilement. Cependant, ça fait quand même pas mal de points, beaucoup d'optimisation, beaucoup de setup. Mais bien aligner les planètes, ça peut être quelque chose de très pertinent. Alors là, on passe à la branche Wish. Donc la branche Wish, c'est une super pièce. Pourquoi 120 points, c'est le prix d'un sorcier, on est content, donc on n'en demande pas plus. Elle est très fragile de corps à corps, on s'en doute, c'est une petite sorcière. Ses armes de tir, de close, tout ça, on s'en fout, c'est de la merde. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on la prend? Et ben on la prend pour sa capacité, attention, sous condition, qui vous dit une fois par tour pour toute votre armée, donc ça sert à rien d'en jouer deux, et à la phase de combat ennemi seulement, ça marchera pas à la vôtre. Si cette dernière est entièrement assise d'une forêt, attention, on répète, une vraie forêt, toutes les occurrences de forêt appliquent seulement sur certaines règles, donc là ça ne s'appliquera pas, vous ne pourrez pas faire ça avec si elle est à côté de la Lady of Vine ou du Beltanos qui a transformé un décor ou de l'arbre volant. Vous allez pouvoir prendre une unité Sylvanette entièrement à 12. Donc là c'est bien, c'est qu'il n'y a aucun mot-clé, c'est Sylvanette, donc toute votre armée va pouvoir bénéficier de cette règle. Sur un 3+, lui donner frappe en premier. Ça peut paraître un petit peu anecdotique comme ça, mais quand vous faites charger sur un 3+, bah, votre adversaire va devoir prendre en compte cette règle-là, parce que bah, si c'est à l'ariel qui le prend, à l'ariel combat correctement, si c'est des cure-notes, les cure-notes ça tape bien, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on est content parce que c'est votre sorcier le moins cher, et elle a une super règle. On ne la dupliquera pas 2-3 fois, une seule fois suffit. Sous un setup, on va dire, de château, de bunker, et c'est comme ça que joue une partie de l'armée sylvanette. Vous avez votre bunker, vous projetez quelques unités pour faire les tactiques combattre. Et bien si votre adversaire vient chez vous, il se met dans une situation compliquée parce qu'il va prendre des blessures mortelles avec l'arbre, peut-être un frappe en premier sur une unité, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc très bonne pièce, jouez-la. Moi, je pense que quelle que soit votre composition d'armée, à moins que vous n'ayez pas les points, on va la rentrer. Alors maintenant que nous avons fini les ronds, on va passer aux unités. Donc on va commencer avec les Gossamer Archers, 120 points. Honnêtement, c'est très bien. Pourquoi? Parce que principalement les archers dans le jeu sont tous à 150 points. Donc on a des archers qui sont pas chers. Ils sont moins chers parce qu'ils sont que 5, donc ça leur fait que 10 attaques, là où principalement les archers sont souvent plus autour de 10. Mais c'est pas grave. On a des bons archers qui tirent à 12, hein, 2 attaques, 3-3, moins 1-1, shooting combat, crit auto wound. Tous les archers quasiment dans le jeu ont ce genre de profil, sauf le shooting combat, donc on est très content. Heureusement qu'ils ont shooting combat, sinon l'unité serait inutile.
au corps à corps, 300-400 et dégâts, hein. On s'en fout. Ce qui est très bien avec cette unité, c'est que vous avez une cohérence de 2 pouces au lieu de 0,5, ce qui fait que vu qu'ils sont 5, vous allez pouvoir les étirer, faire des sortes de cordons pour protéger votre armée. Vous bougez 12, donc c'est très bien en volant, c'est une super unité mobile. Et vous allez pouvoir, avec votre cohérence, prendre des tactiques, bloquer des objectifs, des redéploiements, des choses comme ça. Pourquoi est-ce qu'on va les prendre aussi? On va les prendre pour leur capacité une fois par tour, donc ce n'est pas armé, donc si vous avez 2 unités, les 2 vont pouvoir le faire, ou plus, n'importe quelle phase de combat. On vous dit que si cette unité a tiré, a fait une shoot ability, donc a tiré ou fait le tir à la phase de l'ennemi, tir ennemi, le tir de convergence, vous allez pouvoir, cette unité va pouvoir bouger D6. Donc ça vous augmente, ça vous fait en fait techniquement un mouvement de 12 plus D6, donc c'est très très bien. Vous allez pouvoir vous avancer, tirer, éventuellement vous repositionner, vous remettre dans des forêts, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est très bon. Cependant, on vous dit attention que quand vous utilisez cette capacité, vous ne pouvez pas move in combat, donc vous ne pourrez pas rentrer dans les parties d'engagement pendant cette habilité, ce qui fait que si jamais vous êtes engagé, vous avez shooté une combat, vous allez pouvoir payer un PC, shooter sur l'unité dans laquelle vous êtes engagé et bouger D6. Attention, si vous faites ça, vous êtes dans l'eau. Si vous faites plus techniquement que 3, vous allez être obligé de sortir de l'engagement parce que vous ne pouvez pas move in combat. Donc, même si vous êtes déjà en combat, si vous bougez, donc si vous faites moins de 3 et que vous êtes engagé, vous êtes obligé de rester sur place techniquement parce que vous ne pouvez pas move in combat. Et si jamais vous faites plus que 3, bah, vous allez devoir sortir de l'engagement, mais vous ne pourrez pas vous repositionner. Ce n'est pas un mouvement d'engagement à peeling. En tout cas, c'est comme ça que je comprends la règle. Si jamais vous avez une compréhension différente, n'hésitez pas en commentaire à me le dire, mais moi je la comprends comme ça en tout cas. Alors là, nous avons la bande Warcry. Donc les bandes Warcry, comme toutes les bandes, ne sont pas uniques, vous pouvez en jouer plusieurs. Cependant, vous ne pouvez pas les renforcer, d'accord? On a 8 modèles 2 PV, donc ça fait quand même 16 points de vie. C'est assez résistant pour 130 points, hein. C'est vraiment pas cher si on fait le rapport coût-prix. Vous avez une pléthore d'armes avec du tir. Bon, c'est tout un peu moyen, entre guillemets, parce que c'est des elfes, ça blesse à 4. Voilà. Par contre, vous pourrez, sous condition, leur donner le plus un règle avec les forêts, tout ça. C'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'on va prendre cette unité? On va prendre cette unité, je pense, une seule fois. Je vois pas pourquoi on en prendrait plusieurs. Parce que vous avez une capacité one per turn army, donc ça sert à rien de la dupliquer. Et en fait, elle vous dit, à moins que vous voulez du body sur table, hein, 130 points, comme je vous disais, c'est pas cher. Qu'est-ce que vous dit? En fait, à n'importe quelle phase de mouvement, vous allez pouvoir choisir une unité A12 de cette unité, donc Warcry, et retirer D3 à la valeur de charge de l'unité que vous avez ciblée. Vous avez le droit de le faire si vous êtes à plus de 6 pouces de toutes les autres unités Sylvaneth. Donc c'est une unité qui va être un peu excentrée, un peu devant toute seule, et qui va pouvoir, comment ça s'appelle, mettre des malus de charge. Attention, quand c'est votre phase de mouvement, vous pouvez très bien, on va dire, mettre en place les règles dans le sens que vous voulez. Vous pouvez très bien faire avancer, courir cette unité, utiliser sa capacité et ensuite faire avancer les autres unités à 6 pouces 2 et du coup gérer vos déplacements. La seule condition, c'est il faut être à plus de 6 pouces des autres unités Sylvaneth. Moins des 3 de valeur de charge, ça se fait à votre phase de mouvement et à la phase de mouvement ennemi. C'est plutôt bien parce que votre adversaire va s'avancer, va vouloir se mettre, vous dire voilà, je vais pouvoir charger avec cette unité, et bien potentiellement supprimer de la valeur de charge, sachant que vous aurez potentiellement pu faire un redéploiement aussi. Donc c'est un outil pour, on va dire, emmerder votre adversaire un maximum qui se fait en phase de mouvement. Donc c'est très très bien, on est très content. Le World Spartan Army, heureusement, est légitime, parce que sinon ça pourrait plus être dégénéré. Si vous avez les points, je pense qu'une unité, ça se justifie complètement pour pouvoir, comme ça, correctement emmerder votre adversaire, faire en sorte qu'il puisse rater ses charges, rater ses tactiques, rater même ses contre-charges. Hein. Si vous êtes dans un setup, 2 points de commandement pour une contre-charge à moins D3, donc moins 1, moins 2, moins 3, ça commence à faire très cher. Alors là, on va regarder ensemble les libellules, donc deux modèles. Vous avez là les Spite Rider Lancer, donc 15 points de vie, c'est 4, c'est quand même beaucoup de points de vie. Si vous les ramenez à la vie et à l'ariel, vous ramènerez deux modèles, donc 10 points de vie, c'est 4, bouge de 12, c'est très bien. Jouable par 6, ça vous fait 420 points, mais ça vous fait une grosse empreinte au sol, sachant qu'elle a une cohésion de 2 pouces, donc vous allez pouvoir faire des longs cordons, faire des tactiques, tout ce que vous voulez avec. C'est une super unité. 3 attaques par modèle, 3 4, donc c'est des elfes, ça laisse à 4, c'est triste, mais c'est la vie, c'est le jeu.
1 de pénétration, dégâts 1. Vous passez en dégâts 2 à la charge avec la relance. Pareil pour la monture. Cependant, elle est compagnon, donc elle ne bénéficiera pas des autres règles du jeu. Anti-cavalerie, reine -1, reine +1 quoi. C'est une bonne règle contre la cave, on le prend. Mais ce qui est bien maintenant, c'est qu'avec le nouveau système des forêts, vous allez souvent passer votre sort de pénétration d'armure. Et donc souvent être en reine -2 sur les lanciers. Donc reine -2, dégâts 2. C'est une bonne occurrence de dégâts. On est content avec 3 attaques. Ça tue pas mal. Le seul défaut, c'est la blesse à 4 que vous ne pourrez pas corriger sous aucune manière, parce qu'on n'a pas d'occurrence pour leur donner un plus un blesse. À part avec bien sûr le trait de co qui vous dit sur un 3+, ou c'est tout, je crois, hein, parce qu'ils sont pas curnotiques. Mais bon, vu le mouvement qu'ils ont, ça m'étonnerait que votre héros arrive à les suivre, à moins que ce soit le petit héros libellule, quoi, libellule, le héros qui buff les curnotes. Sinon, ça vous avoir mal à les suivre. Mais en tout cas, c'est une bonne unité pour aller faire les flancs, c'est une bonne unité pour faire des tactiques, c'est une bonne unité pour combattre. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous chargez en phase de combat sur un 3+, vous allez avoir frappe en premier. Donc ça vous fait une occurrence de frappe en premier pour engager potentiellement une autre unité et être sûr de faire vos 2 phases de combat, être sûr de faire en sorte que vous vous positionnez correctement et ainsi de suite. Et en plus de ça, elle se paye le luxe de se soigner de 3 points de vie à toutes les end of any turn. Donc souvent, vous aurez soit tous vos points de vie, soit un modèle mort, parce que ça, plus la forêt qui soigne de D3, ça vous fait stat entre 4 et 5 points de vie, donc tout le temps, tout le temps, tout le temps plein. C'est une bonne unité qui est en plus un musicien et un porte-étendard, donc avec un OC de 2, 3 modèles, ça vous fait 7 d'OC, et si vous êtes dans sous-faction, vous retirez 3 à l'adversaire, il n'y a pas beaucoup de choses qui va venir contester cette unité sur un objectif, donc une très très bonne unité si vous en avez joué. Et donc là, on a la version, on va dire, plus défensive. C'est exactement le même châssis. 12 points de vie, save à 4. 15 points de vie, bouge de 12, save à 4 au C2. Eux, au lieu d'avoir des lances, ils ont des petits glaives qui blessent à 4, N-1, dégâts 1 crit mortal. Donc je sais pas si on les prendra pour cette version létalité. Je pense pas qu'on les renforce. Vaut mieux les jouer, entre guillemets, un petit peu plus séparés. Pourquoi? Parce que, en plus du ce soigne de 3 et de la cohérence de 2, cohésion de 2, je veux dire, excusez-moi. Ils ont une règle qui vous dit que quand vous avez fait un ralliement entièrement à 12 de cette unité, vous allez rajouter 3 dés au jet de rallye. Donc, c'est un bon bonus pour pouvoir soigner plus facilement des unités mono PV, voire essayer de remonter un cœur note. On sait qu'anciennement, en V3, on avait dans le BT un sort pour réanimer des unités, des modèles. Là, on n'en a pas, donc à part à l'Ariel qui peut réanimer une unité, mais là, c'est pas la même chose. Donc pourquoi pas, dans certaines constitutions de liste, d'en avoir une derrière. On sait qu'avec la cohésion, ça va vous faire quand même des grosses bulles de 12 autour d'eux. Donc intéressant. Je pense pas qu'on la renforce. Je pense pas qu'on s'en sert comme unité de combattant, mais comme unité support qui peut protéger vos dos, protéger vos flancs et laver un peu ce qu'elle charge. Pourquoi pas. Alors là, maintenant, on passe dans les unités de cœur node. Donc les cœur nodes, vous avez 3 modèles, faux, épée et arc. Je pense que principalement, vous allez jouer de l'arc. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir, à tous les tours, appliquer des dégâts. Ces unités sont designées pour combattre, pour faire des dégâts. Donc on essaye de trouver la version qui combat, qui crée le plus de dégâts dans votre armée. D'accord? On va pas la prendre juste pour faire joli. Ça vaut beaucoup de points, donc on veut qu'elle soit efficiente, qu'elle soit toujours là. Le tir est la manière la plus efficace de faire des dégâts dans le jeu, parce que vous allez pouvoir faire des dégâts statistiquement à tous les tours entre votre mouvement et le tir. C'est pour ça qu'on va peut-être préférer les cœur notes de tir. Cependant, les 3 cœur notes ont une fonction très définie, c'est ce qui les rend forts, et je pense que chaque joueur va pouvoir trouver un peu, on va dire, chaussure à son pied, d'accord? Donc là, nous avons la version avec épée. Ils partagent tous le même body, 5 points de vie, save à 4. Donc avant, ils étaient en save à 3, ils sont passés en save à 4. C'est moins résistant sur le papier. Cependant, 3 modèles, ça fait quand même 15 points de vie, save à 4. C'est plutôt bien, sachant que vous allez pouvoir les soigner, appliquer vos règles qu'on a vues ensemble, blablabla. Bla, bla, bla. Plus délicat pour les rallier, à moins d'avoir l'unité qu'on a vue juste avant. Première règle, quand cette unité conteste un objectif, vous n'avez pas besoin de le contrôler. Toutes les unités sylvanettes qui contestent cet objectif, une ward à 6. Donc on va soit s'en servir de manière offensive pour donner une ward à 6 à vos unités sylvanettes, soit de manière défensive chez vous, les mettre à côté d'un arbre, bien sûr, et à côté d'un objectif pour avoir cette ward-là. Qu'est-ce qui les rend intéressants? C'est leur capacité de phase de combat qui dit que si cette unité a chargé ce tour-ci,
Vous allez lancer autant de dés que vous avez de cœur notes dans votre unité, donc maximum 6 parce qu'on ne peut pas les renforcer par 9. Et chaque 3+, c'est une blessure mortelle. Donc on est encore sous une condition de générer des cheap dégâts, des petites blessures mortelles. Statistiquement, vous allez générer, si le pack est renforcé, 4 blessures mortelles. 4 blessures mortelles, c'est quand même pas mal. Accompagné, on n'oublie pas, de l'arbre qui peut en faire D3 et de toutes les petites occurrences qu'on a pu voir dans le jeu. C'est une unité coup de poing qui est très intéressante parce qu'elle a 4 attaques par modèle, 3, 1, 2, crit mortel. Donc ça sature bien. Avec le sort plus un de reine, on se retrouve en 3, -2, donc ça va commencer à passer au travers de beaucoup d'armures, notamment avec le crit mortel. Et on n'oublie pas qu'on a le petit héros qui vous dit qu'en tire -12, il donne plus un bless au Curnoti. Ils sont Curnoti, donc je pense que vous les jouerez souvent en combo. Et on se retrouvera avec une unité en bas 3-2, -2, crit mortel. Ça rigole zéro, c'est, je pense, l'une de vos meilleures unités pour enfoncer l'adversaire chez lui. On n'oublie pas qu'on va pouvoir se try and fade aussi, car cette unité renforcée, ça vous fait quand même 30 points de vie, save à 4, ward à 6, ça va être difficile de les tomber en une fois. Alors ça va être difficile pour vous aussi de les rallier, à moins d'avoir l'unité derrière, ça commence à faire beaucoup de points, mais bon, pourquoi pas, sur 6 dés, sur 9 dés, les 4+, on sait jamais, ça peut fonctionner, donc une bonne unité. Je sais pas si ça sera la plus jouée, mais en tout cas, c'est un bon couteau dans le tiroir. Donc là, on a la version avec faux, 20 points de moins, une attaque de moins. Donc on est en 3-3, -1, 3. Donc là, ça tape plus fort, mais il n'y a pas de crit mortel. La même règle de ward. Et si c'était une unité qui a chargé ce tour-ci, blablabla. Euh, Là, non, ça marche dans l'autre sens. C'est si une unité vous a chargé, pareil, vous allez lancer autant de dés que vous avez de cœur note, et sur chaque 3+, une blessure mortelle. Donc quand vous faites charger, vous faites 4 blessures mortelles statistiques à votre adversaire. Donc ça commence à le faire réfléchir, parce que sur une unité héros qui a 12 à 16 points de vie, bah, ça fait quand même perdre une partie. Sur des modèles élites comme des Chosen qui ont 3 points de vie, bah, vous allez en perdre un déjà en chargeant. Donc ça fait un peu flic. Merde, qu'est-ce que je disais? Oui, donc voilà, ça c'est un petit peu gênant. En plus de ça, vous avez la règle anti-charge plus 1 de pénétration. Donc, sous la règle anti-charge, vous allez être en Reine -2, dégâts 3. Si vous avez un arbre en plus, vous êtes en Reine avec le sort Reine -3, dégâts 3. Ça commence à faire une unité très très forte. Attention, je vais mettre en lumière le petit combo qui fonctionne avec cette règle-là, qui est la règle anti-charge. La règle anti-charge vous dit que quand l'unité est engagée avec une unité qui a fait un mouvement de charge, vous bénéficiez de plus 1 de pénétration. Ça ne veut pas dire que l'unité qui a chargé doit être l'unité qui vous a chargé. Ce qui veut dire que si vous arrivez à vous mettre dans une situation où votre adversaire, par exemple, charge une unité, donc elle a effectué un mouvement de charge, elle est donc éligible à l'anti-charge, que vous contrechargez dessus, vous allez du coup engager avec cette unité, donc vous allez vous retrouver avec la règle qui s'applique. Parce que pour appliquer une règle, il suffit juste, c'est bien écrit dans le livre de règles, hein, que toutes les conditions répondent à cette dernière, et du coup, l'anti-charge, pour répondre à cette dernière, il vous dit qu'il faut être engagé avec une unité qui effectue un mouvement de charge, pas spécialement qui vous a chargé vous. Et c'est pareil pour cette règle, on vous dit de prendre une unité ennemie qui a effectué une charge ce tour-ci et qui est en combat avec vous. La charge se fait en phase orange, en phase de charge, ce qui fait que si éventuellement votre adversaire a chargé à l'arrière, qui vous voulez, une forêt, quoi que ce soit, et que votre unité est à portée et qu'elle effectue une contre-charge, vous allez être du coup éligible à appliquer votre règle d'arme, donc étant raid -2, dégâts 3 parce que vous êtes en anti-charge, plus cette règle qui s'applique en phase de combat, donc après, qui vous dit que vous allez choisir une unité qui effectue un mouvement de charge. Donc n'hésitez pas à mettre cette unité un petit peu moins défensive que ce que l'on peut penser, plutôt en couteau suisse qui répond à certaines conditions. De manière générale, même si c'est vous qui chargez sous vos forêts et que vous avez passé le sort, n'oubliez pas que vous êtes en 3 attaques, 3-3, -2-3, ça compte quand même très fort, n'avez pas de crit mortel, ok. Et que à côté du héros, vous serez en 3-2, donc une très bonne unité qui est peut-être plus délicat à piloter. Vous pouvez aussi, je ne l'ai pas précisé, avec tous les cœurs notes, ça marche peut-être mieux avec les cœurs notes faux, mais je pense que ça marche mieux ça marche avec tout le monde. La branche Wish est très forte pour leur donner une frappe en premier, parce que dans le setup où vous recevez une charge, vous avez plus un de reine, plus les blessures mortelles, plus le frappe en dernier, ça commence à faire, on va dire, un monstre qui fait très très peur à charger. Et donc là, nous avons maintenant la version de tir, donc celle qu'on voit le plus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui,
Vous allez être efficace tout le temps, vous n'avez pas besoin de charger, vous n'avez pas besoin de contre-charger. Vous lancez 2 patates, 3-3, -1-2, donc vous ne pouvez pas passer en 3-2, on a vu, hein. Cependant, vous êtes en anti-héros Rennes +1, donc en -2 sur les héros. Et si nous avons aujourd'hui quand même beaucoup de héros, notamment des héros monstres qui ont 12, 14, 16, 18 points de vie, pour pouvoir être en Rennes -2 dessus, ça force des PC, ça fait des dégâts, ça accompagne à l'Ariel qui va charger derrière, ou Beltanos et ainsi de suite. Et au corps à corps, ça se défend, hein. On est sur 3 attaques, 3-3 sans reine des gains. Donc si vous êtes à côté de votre forêt, bah limite c'est le même profil que des unités beaucoup plus burnées au corps à corps. Vous payez pour ça, donc c'est une super unité. Et en plus de ça, elle vous dit que cette unité ignore le Guarded Hero. Donc bah, vous pouvez même pas protéger vos petits héros. Cette unité va pouvoir passer dans les racines, shoot, euh, tuer les petits héros, ainsi de suite. Des gros héros, pareil, elles tirent dessus, vous pouvez pas les protéger. Éventuellement, avec le régiment de le Honored Guard, vous pouvez mettre en plus un touche, plus un bless, sous condition de que c'est qu'à 12 pouces aujourd'hui, mais vous pouvez passer dans les racines, faire des setups, et ainsi de suite, arriver à 9 d'unités adverses, éventuellement charger, combattre, rester en vie, stride and fate, reculer, et ainsi de suite. Voilà, les Curnotes, c'est une super unité, vous pouvez jouer sous toutes les formes que vous avez aujourd'hui. Il n'y en a pas une qui est moins bonne. Tout est des occurrences particulières. Et je pense qu'on est content d'avoir ça dans le BT Sylvanet. Donc là, nous arrivons maintenant aux Dryades. Les Dryades, ça n'a pas changé. Un point de vie, save à 5, 100 ward, 110. Donc c'est un body tout à fait standard. 2 attaques 4-4 sans un dégâts, on n'a rien à foutre, ça ne verra jamais de dégâts. C'est là simplement pour être un bloquant. Pourquoi? Parce que vous avez moins un touche, moins un bless pour les Dryades quand elles sont entièrement assises d'une forêt. Donc on voit que ça augmente la portée sous condition. Et du coup, bah, malheureusement, pour votre adversaire, si vous les renforcez, même 10 PV, moins un touche, moins un bless, si vous faites un défense en règle sur du 4+, s'il y a des Curnotes en plus qui vous donnent la ward à 6, ou éventuellement le flûtiste ou la ward à 5 de la Lady of Vine, bah, ça fait beaucoup de points de vie à sortir, ça se rallie très très bien. Donc je dis pas que c'est une unité auto-include, attention, c'est pas le cas. Cependant, c'est une unité qui peut vous faire des écrans, qui peut défendre des objectifs. Ça fera 0 dégâts, vraiment, ne cherchez pas à combattre avec, hein. Ça peut vite voler, mais c'est pas si cher que ça. Et ensuite, nous avons les tris. Donc là, attention, les tris revenants, 2 PV, save à 5, bouge de 6. Donc ça vous fait pareil, ça joue par 5, donc 10 PV, save à 5. C'est correct, hein, ça ne se fera pas laver par n'importe quelle unité qui viendra les chercher au close. Souvent, vous aurez un modèle ou deux qui reste en vie. Au corps à corps, 3-4, moins 1, 1. Bon, c'est pas non plus une foule de guerre, mais on va pas les prendre pour ça, on va les prendre pour leur capacité qui est une core ability qui dit que si cette unité n'est pas en combat, on va pouvoir la retirer du champ de bataille et passer à plus de 9 de vos adversaires. Attention pour tous les joueurs de la V3, c'est One Spartan Army, donc vous ne pourrez pas dupliquer cette unité, une seule sera suffisante. Ou alors si vous en jouez deux, une de ces deux unités va pouvoir faire sa capacité de téléportation. C'est bien s'il n'y a pas de 3+, donc c'est très fiable, cependant c'est qu'une seule unité. Très fort pour prendre des tactiques, pour pouvoir prendre des coins, faire chier votre adversaire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est une très bonne unité. Le One Spartan Army est peut-être gênant, je sais pas. On aurait peut-être voulu que l'unité coûte légèrement plus cher, mais pour en rentrer deux, pour fiabiliser les tactiques, je sais. Voilà. En tout cas, renforcer, je ne pense pas. En voir dans beaucoup de listes, je pense que oui, c'est une bonne unité, j'irai pas plus loin. Et pour finir, la dernière unité que nous avons dans l'index, c'est les Speed Revenants. Donc pareil, 110 points, c'est pas très cher. Est-ce qu'on préfère à cette version aux Dryades ou à ceux qui se téléportent? Je pense que ça va vraiment dépendre de votre construction de liste. Pourquoi? Parce que là, vous avez une unité qui a 3 attaques par modèle. Donc ça sature quand même pas mal. 3-4, que c'est des elfes, on va pas trop leur demander. Sans reine, mais on a vu qu'on peut augmenter la reine de 1. Sous certaines conditions, même leur donner plus 1. Donc on peut être à reine -2, dégâts 1, crit mortal. Donc ça peut saturer pas mal, faire un peu de dégâts, et en plus de ça, il se paye une règle sympathique qui vous dit que pour n'importe quelle phase de combat, donc il n'y a pas de armée, donc vous pouvez en jouer plusieurs. Vous prenez une unité infanterie, donc infanterie on n'oublie pas, il y a beaucoup de choses qui est infanterie dans le jeu, les unités piétonnes, mais aussi les héros et ainsi de suite, donc pourquoi pas. Sur un 3+, pas de commandabilité sourcil. C'est un rare, c'est très bien. Bon, par contre, c'est que sur l'infanterie. Avec Grisha, si elle passe son sort, bah, vous pouvez être en 3-3. Reine -1 avec le sort, ils ont chargé. Voilà, bon. En gros, elle peut les fiabiliser.
Le petit défaut de cette unité, c'est que vous ne pourrez pas en faire un fer de lance, vous n'irez jamais chercher genre 10 Chosen, des Vanguard, des choses comme ça pour les laver. Même un gros héros, c'est difficile, mais contre certaines unités un peu plus petites qui font des tactiques et tout, pourquoi pas avec le crit mortel sur un beau volume, si vous avez 30, comment ça s'appelle, 31 attaques, ça peut faire quelques blagues. Voilà. Ça peut faire peur à votre adversaire. En tout cas, c'est une unité intéressante parce qu'on pouvait manquer de crit mortal sur les occurrences d'armes. On n'avait que les cœurs-notes épées qui l'avaient. Donc ça peut être un complément si jamais la méta switch sur que des grosses armures à 2, à 3 et ainsi de suite. Pourquoi pas. Donc là, on a vu l'entièreté de l'index. Vous comprenez, avec la mise à jour, l'armée devient tout de suite beaucoup plus forte, beaucoup plus oppressante. Je pense que le win rate va monter. Les joueurs Sylvaneth seront très contents d'avoir ces bonus-là. Qu'est-ce qu'on joue en Sylvaneth aujourd'hui? Je pense qu'on va jouer principalement à l'Ariel parce que sa capacité de faire reviser les unités, c'est très fort. D'avoir un sorcier de niveau 3, c'est très fort. On a toujours voulu qu'Alariel soit au top chez les Sylvaneth. C'est la meilleure version que vous avez, donc jouez là. Bien sûr, vous pouvez jouer sans parce qu'elle fait quand même 680 points, donc c'est très cher. Qu'est-ce qu'on met à côté? On va sûrement mettre Beltanos pour donner de la course et charge sur 3 unités. Et après, c'est à vous de voir si vous voulez de la magie, si vous voulez de la cavalerie avec les libellules, des cœurs-notes, selon votre style. Moi, je pense que à l'Ariel, avec des 6 cœurs-notes tir, c'est pas mal. Beltanos, et ensuite, vous mettez ce que vous voulez à côté pour vous retrouver avec une armée à votre goût. Vous avez une bonne base de travail sur ça. Les hommes arbres, je pense que malheureusement, à part le Durtu, les autres sont un peu en dessous. Ils rentrent vite en concurrence avec d'autres unités. Mais comme nous l'avons vu, nous pouvons peut-être créer des listes assez atypiques basées sur les blessures mortelles avec un thriller d'anciens plus le flûtiste qui peuvent vous générer comme ça pas mal d'occurrences de blessures mortelles. Voilà, j'espère que cette revue, en tout cas, vous aura plu. Joueur Sylvaneth, allez-y, vous avez une bonne armée et c'est la meilleure version de l'armée que vous avez aujourd'hui. Donc, jouez, gagnez. Et puis moi, je vous dis à une prochaine sur une vidéo. Ciao tout le monde!